Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour à tous, ici Isabelle Maréchal. J'espère que vous allez bien, que vous passez une magnifique journée. Le beau temps est de la partie et ça nous donne envie d'aller jouer dehors, d'aller bouger. Vous savez que problème de sédentarité chez nos jeunes, mais pas juste les jeunes. Je pense que tout le monde, on devrait beaucoup plus bouger que ça. C'est vrai qu'on est tellement pris dans la saison hivernale et on a comme pas de printemps. Vous avez remarqué ça que au Québec, en général, on est l'hiver et souvent il s'étire, s'étale. Il y a même des soubresauts où on pense que le printemps est arrivé. Et non, là, soudainement, il tombe de la neige dessus. Mais là, je pense qu'on peut dire que c'est chose faite. L'été s'en vient pour vrai. En même temps, c'est vrai que la sédentarité, c'est un problème. On en parlera dans un segment, d'ailleurs, un petit peu plus tard. Je voulais vous glisser un mot d'un organisme de la Ville de Montréal qu'on devrait donc fermer, les amis. Et on parle ici de l'Office de consultation publique de Montréal parce que la dernière nouvelle qui les concerne, c'est que un peu en catimini, puis un peu, c'est le cas de le dire, puisque on a gardé confidentiel un contrat, ce qui va à l'encontre des normes. Normalement, les contrats de la ville sont publics. Dans ce cas-ci, c'est l'Office de consultation publique de Montréal qui a dépensé plus de 72 000 $ pour un site web qu'on a donné donc à une entreprise privée en octroyant donc ce contrat, mais en suivant des propres règles d'octroi sans passer par les règles officielles de la Ville de Montréal ou des autres organismes qui lui sont liés. Et c'est le bureau d'enquête Journal de Montréal qui a finalement consulté la politique de l'OCPM, c'est comme ça qu'on l'appelle, et qui s'est rendu compte que finalement, on avait 10 mots de ce fameux contrat. On voulait changer le logo. Vous savez, dans la catégorie des affaires pas urgentes à faire, alors que cet organisme-là, je vous le rappelle, a été quand même pointé du doigt pour une gestion déficiente. Je vous passe les détails, vous vous en souvenez, de ces repas pris à l'étranger, à Vienne, entre autres, qui ont fini par être remboursés. La directrice générale, qui était d'ailleurs le bras droit de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dû démissionner. Elle poursuit aujourd'hui, d'ailleurs, les médias, notamment québécois, et on a même intercepté des courriels où carrément, entre les dirigeants gestionnaires, on dit que c'est la faute de Québécois si toute cette histoire-là a été mise à jour. Sincèrement, vous savez, dans la catégorie organisme qui coûte l'argent aux citoyens, mais dont on ne sait pas trop à quoi il sert, s'il y en a bien un, c'est celui-là. À quoi ça sert? L'Office de consultation de Montréal, à quoi sert-il, sincèrement, sinon qu'à nous montrer que souvent, on paye dans le beurre pour des organisations et surtout des gens qui passent leur journée à remplir des cases, des dossiers. Sincèrement, c'est pitoyable. C'est pas comme si l'argent coulait à flot, si on en avait trop. On est assez taxé comme citoyens contribuables. On se demande toujours quand est-ce qu'ils vont nous couper les services. Bref, moi, je trouve que sincèrement, dans la catégorie pas utile, en voilà un. Cube, c'est aussi des opinions tranchantes. Avec Sophie Durocher, chaque jour dès 15. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres. Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Il y a un sommet sur le climat qui a débuté aujourd'hui. 900 personnes au moins sont attendues. C'est la 3e édition du sommet Climat Montréal. Ça se tient aujourd'hui et demain. Ça se passe au Vieux-Port de Montréal. Vous allez dire un autre sommet pour le climat, mais c'est une bonne intention, je pense. On parlera jamais assez de la planète et ce qu'on devrait faire, nous, humains, pour essayer de la préserver un peu plus. Bon, qu'est-ce qu'il en retourne de ce fameux sommet? À quoi quand même va-t-il servir? Et qu'est-ce qui va être dit? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme citoyen. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est essayer de vous dire à vous, citoyens, qui regardez ça, qui écoutez les nouvelles, puis qui entendez souvent, il faut qu'on fasse notre bout, comme citoyens contribuables pour l'environnement, mais faire quoi? On regarde souvent aussi ce que les autres ne font pas, ce que d'autres pays ne font pas, puis on a souvent le réflexe de penser que tant que ça se passe pas ailleurs, pourquoi on se forcerait nous?
C'est vrai qu'on est très bon dans certaines choses au Québec, là, en matière de respect de l'environnement, mais dans d'autres domaines, on a des croûtes à manger. J'aurais envie d'en parler avec une éco-sociologue que vous connaissez bien. Elle a été cofondatrice d'Équiterre. Elle est chroniqueuse au Journal de Montréal. C'est l'éco-sociologue Laure Varidel. Bonjour, Laure. Bonjour Isabelle. Alors, à quoi ça sert, Laure, ce fameux forum climat? Ben, ça sert à créer des liens entre toutes sortes de mondes qui normalement ne travaillent pas ensemble. Les entreprises, les élus, les chercheurs, les organisations de la société civile pour réfléchir et surtout pousser pour des solutions concrètes. Parce que l'idée, c'est oui, de créer des liens, mais ensuite de ça, créer une certaine concertation et mobiliser autour d'actions. C'est vraiment ça, l'élan. Puis leur slogan cette année, d'ailleurs, c'est « Faire plus, faire mieux, plus rapidement ». Parce qu'on le sait, il y a urgence dans le dossier du climat. Puis c'est vrai qu'il y a plein de solutions qui existent. Maintenant, le défi, c'est comment est-ce qu'on les met en œuvre. Fait que généralement, durant ces 2 journées-là, c'est vraiment un moment où il y a beaucoup d'annonces qui sont faites de toutes sortes de projets. Là, il y en a 3 qui sont sortis aujourd'hui en termes de collaboration interuniversitaire pour pousser pour des actions climatiques. L'idée aussi, il y a la création d'un groupe sur la transition industrielle dans l'est de Montréal, et puis un autre projet mais avec l'intelligence artificielle puis le partage des données. Donc ça, c'est des moyens concrets qu'on se donne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi s'adapter à la crise climatique. On parle souvent de la réduction des GES, des gaz à effet de serre, justement. Puis en même temps, nous, au Québec, on est quand même une société qui aime bien le tout à l'auto. Chaque fois qu'on propose une transition plus verte, écologique, qu'on dit qu'on va rajouter des pistes cyclables, je prends l'exemple de Montréal, à chaque fois, ça fait une levée de bouclier. Quand on dit, quand un ministre de l'Énergie comme Pierre Fitzgibbon lui-même qui nous dit il y a trop de chars, il y a trop de voitures au Québec, on en a 2 fois trop, les gens le disent, surtout en région, oui, mais comment veux-tu que je me rende, où je dois me rendre? Fait qu'il y a souvent souvent, c'est d'ailleurs l'économique qui oppose l'environnement. Comment on peut arriver à quand même accélérer cette transition? Parce que on s'en sortira pas, je pense. Là, on est quand même tous conscients de ça. En tout cas, je l'espère profondément. Mais en même temps, comment convaincre que cette transition doit être plus rapide? Parce que ça reste encore difficile au quotidien. C'est sûr que c'est difficile parce que ça implique un changement. Et puis il y a une résistance à n'importe quel changement. Rappelons-nous, il y a pas si longtemps, il y a quand même quelques décennies, quand on a obligé le port de la ceinture de sécurité, il y a plein de gens qui s'opposaient à ça. Puis maintenant, on le fait tous naturellement. Le recyclage, d'avoir, de gérer nos eaux usées. Tout ça, c'est des choses qui au départ ont été difficiles à mettre en place, mais que là, on prend pour acquis, qu'on continue à faire parce qu'on sait que c'est mieux pour notre santé, pour notre sécurité. C'est pareil pour l'environnement. Il y a un paquet de solutions qui, pour l'instant, sont comme en marge. On se dit, ça serait bien mais dans les faits, c'est pas devenu la norme, la pratique générale que, la majorité des gens fait. Puis le transport, pour le Québec, c'est un bon exemple de ça. Mais on peut pas demander aux gens de prendre le transport en commun s'il y a pas de service offert ou si le service offert, il est juste à certaines heures, puis autrement, on est pris puis que ça brime nos libertés. Fait que là, c'est le rôle du gouvernement de mettre en place une architecture des choix qui va faciliter notre vie de nous, citoyens, nos choix, pour que ce soit moins cher, plus facile, plus agréable de se déplacer en transport en commun qu'en auto solo. Puis, il faut se rappeler, les autos, là, c'est pas seulement un problème de pollution, ça coûte cher à tout le monde. Ça, c'est le deuxième poste de dépense, la majorité des familles, puis souvent, elles ont pas le choix. Fait qu'il faut donner le choix aux gens, puis ça c'est possible. Puis quand moi j'ai vécu quelques années en Europe, puis j'habitais un tout petit village là où il y avait littéralement plus de vaches que d'humains qui habitaient, puis il y avait pourtant un train tous les jours qui partait pour Genève, puis ce train-là, savez-vous de quelle compagnie il était? Bombardier. Ouais. Alors, c'était un train fait par une de nos compagnies. Fait que je me dis, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'offrir un meilleur service au Québec? Fait que ça prend une volonté politique, ça prend des gens qui se mettent ensemble, des citoyens qui le demandent, mais aussi des entreprises qui ont le goût de pousser vers ça, puis pousser leurs employés, puis leur personnel à être là, puis qui s'installent proche d'endroits où il y a du transport en commun. Fait que c'est toute une synergie de choix, puis des sommets comme le sommet Climat Montréal, c'est l'occasion de se mettre ensemble, de dire, OK, là, on est conscient, on est face à un problème qui
qui est grave. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve des solutions, puis on les met en œuvre, puis pas juste de discuter, mais vraiment de passer à l'action concrètement. Mais tu sais, tu compares avec l'Europe. C'est sûr qu'au niveau de la géographie, de l'organisation du territoire, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Tu sais, puis c'est vrai qu'ils ont un réseau ferroviaire qui est fabuleux. Le Canada a été construit quand même à la base. C'était beaucoup ça aussi. On dirait qu'on a oublié ça ou on l'a pas développé de la même façon, ce réseau ferroviaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, même l'idée d'un train rapide, c'est souvent mis de côté parce qu'on se dit c'est beaucoup trop cher aujourd'hui. Le coût des infrastructures, a explosé, que ça soit un pont, que ça soit un train rapide. Ça devient difficile de penser à du transport collectif qui soit raisonnablement, qu'on puisse se payer raisonnablement. Puis en même temps, tu sais, Valérie Plante le disait aujourd'hui, hausse de véhicules dans la région de Montréal. La clé, c'est le transport collectif. Puis là, on l'a vu cette semaine, on vient d'augmenter les tarifs, entre autres, de la fameuse carte puce. Penses-tu que ça va encourager les gens, ça, à prendre le transport en commun? Non, fait qu'on dirait... Moi, j'ai de la misère à suivre les décisions des politiques. Tu sais, quand tu dis il faut arrêter de parler, t'as raison, mais il faut aussi dire, il faut être conséquent, je trouve. Puis je la cherche, la cohérence, puis je l'entends pas tous les jours. Oui, mais c'est parce qu'on a une pensée très à court terme. Hein. On regarde, OK, combien ça va nous coûter maintenant d'investir dans le transport en commun? Mais si on attend encore plus longtemps, ça va coûter encore plus cher. Puis surtout, ce qu'on considère pas, là, c'est combien vont nous coûter les extrêmes climatiques. Hein. On le voit déjà, les centaines de millions que ça coûte quand il y a des inondations, quand il y a des sécheresses, les feux de forêt. C'est incroyable les coûts qu'on a eu. Là, j'ai plus les chiffres en tête, puis je veux pas vous dire des bêtises, mais ça a coûté des millions de dollars, tout ça. Fait que si on met tout ça en bout de ligne, puis on réalise que si on réduit les émissions, il y a un impact, là, vous allez me dire, oui, mais la Chine, l'Inde et tout ça, je suis d'accord, mais il faut que on commence chacun, on fasse notre part pour que ça passe. Et aussi, l'autre chose, c'est toute l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des changements, des extrêmes climatiques qu'on va pas être capable d'éviter. Maintenant, comment est-ce qu'on s'organise pour avoir des bâtiments qui sont adaptés, pour avoir des réseaux de transport qui sont adaptés, pour avoir toute une société, toutes des infrastructures qui sont adaptées à ces extrêmes-là. Puis, je voudrais juste revenir sur quelque chose, Isabelle, parce que tu as dit, mais on n'est pas comme en Europe. C'est vrai qu'on est très différent en Europe. Sauf que le mythe que le territoire est trop grand, si on prend juste la grande région de Montréal, la densité de population dans la grande région de Montréal, elle est pas mal plus grande que la Suisse en entier. Tu sais, puis pourtant en Suisse, t'as des trains puis t'as des systèmes d'autobus partout pour te rendre n'importe où. Mais juste si on se concentrait déjà là où plus de la moitié de la population de Montréal habite, on pourrait faire un bon bout de chemin puis économiser à la fois de l'argent et du temps aux gens si on met nos ressources ensemble. Mais écoute, tu as tellement raison, mais juste sur l'organisation, il y a combien de sociétés de transport dans la même région métropolitaine de Montréal? Tu sais, tu parles d'autobus. Moi, je le prends très rarement, mais je connais pas mal de gens qui s'en plaignent puis qui disent que c'est très mal desservi. Tu sais, des arrêts qui sont où les autobus passent pas, ou alors une fois ou 2 heures, ou des fois pas du tout, alors qu'ils te préviennent pas. Tu sais, il y a comme un manque d'organisation. C'est pas assez efficace. Tu parlais du privé. Il faut prendre ça du privé. Et puis, c'est bien qu'il y ait des liens entre le public, le privé, puis la société civile pour améliorer la question, puis la transition. Mais il faut aussi qu'on regarde au privé comment ils font les choses, parce qu'il y a une efficacité qui manque, je trouve, dans certains milieux, entre autres en transport collectif. Je voudrais, avant de te laisser aller, là... Oui, vas-y. Ça demande du leadership politique aussi pour ça. Puis ce leadership-là, il va pas venir s'il y a pas des citoyens qui se mobilisent pour le demander puis l'exiger. Fait qu'on a tous un rôle à jouer pour l'accélérer, cette transition écologique-là. Mais je pense que tu mets le doigt dessus, là. C'est un manque de leadership, vraiment. Une véritable poussée, là. Mais heureusement, il y a des éco-sociologues comme toi. Il y a des maires au front également. Et je fais remarquer à notre public ton cœur vert. Hein? Merci. Parce que là, vous avez mère au front, et j'en suis également, je tiens à le dire. Nous sommes beaucoup de mères qui militons pour que nos enfants aient une meilleure planète. Laure a parti ce grand mouvement, entre autres, avec Anaïs Barbeau-Lavalette et d'autres femmes ont suivi. Vous faites régulièrement des événements. Il y en a un pour la fête des mères. Parle-moi-en rapidement, Laure.
Ah, absolument, avec joie. Ben, pour tous ceux qui habitent la grande région de Montréal, on se rassemble au parc Frédéric-Bach qui incarne les grands changements qui doivent s'opérer parce que c'est un ancien site d'enfouissement qui a été transformé en un magnifique parc. Donc, sous la direction artistique de Brigitte Poupard, il va y avoir toute une mise en scène de fêtes, des chansons, on va faire participer le groupe, des discours et en fait, beaucoup de beauté, de poésie, mais avec une exigence de se rassembler tous ensemble pour accélérer cette transition écologique dont on parle. On invite les gens à s'habiller en blanc parce que ça va être aussi on veut se mettre en solidarité avec les mères du monde entier. On sait que partout à travers le monde, il y a des guerres, il y a des femmes qui essaient de protéger leurs enfants sans succès en Palestine et ailleurs. Donc, on fait cet appel-là. Et à la toute fin, il y aura une envolée de cerfs-volants avec les espoirs de nos enfants écrits derrière et nos revendications. Donc, ça va être à la fois politique, sans être partisan, évidemment, et poétique pour se donner un élan ensemble pour prendre des décisions qui vont permettre de protéger la santé et la sécurité de nos enfants dans l'avenir. Merci beaucoup, Laure Varidel. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Merci. Merci, Isabelle. Au plaisir. La fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre. Montpetit-Dumont. Bonjour, Marie. Allô, Isabelle. Tu veux me parler de ce projet de loi pour mieux protéger les élus? On a vu récemment qu'il y avait plusieurs cas d'élus qui subissaient des pressions, qui avaient reçu des insultes, des menaces de mort. On pense entre autres à la mairesse de Longueuil qui est obligée de se promener avec des gardes du corps, mais il y a d'autres exemples un peu partout au Québec, ce qui amène aussi parfois à la démission d'élus qui disent j'ai pas voté pour ça, je me suis pas embarqué là-dedans pour ça. Qu'est-ce que tu en penses? Là, on semble dire, les syndicats en tout cas semblent s'opposer à ce projet de loi. Ouais, ben c'est vraiment intéressant, puis c'est pour ça que je voulais l'aborder avec toi, parce que quand la ministre Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales, a déposé ce projet de loi il y a au début du mois d'avril, le 10 avril, elle le fait vraiment dans la foulée, tu le mentionnes bien, où depuis l'élection de 2021, tu as 10% près de 10% des élus municipaux qui ont déjà démissionné, tu sais. Puis dans les éléments qui soulignent souvent, effectivement, c'est des questions d'intimidation, de harcèlement, mais c'est beaucoup plus complexe que ça aussi, parce que toute une portion, puis j'y reviendrai, qui est aussi le climat dans les conseils municipaux, qui n'a rien à voir avec nécessairement les citoyens. Donc, les conflits qu'il y a, tu sais, on a juste à penser à certaines séquences qu'on voit où ça se traite d'épais entre conseillers, puis ça joue dur, vraiment dur dans certains conseils municipaux. Puis le manque de ressources, il y a encore une mairesse de Sherbrooke qui a dit qu'elle ne se représenterait pas la semaine dernière en disant on manque de ressources, on n'est pas soutenu par Québec. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus compliqué que juste viser les citoyens du doigt, mais je trouvais que c'était quand même intéressant que la ministre réponde à ça en disant, écoutez, on va mettre quelque chose en place, un projet de loi qui, en gros, ça vient donner plus de pouvoir aux municipalités puis au directeur général des élections pour sévir contre des citoyens qui font du harcèlement. Et là, tu as les 4 grandes centrales syndicales du Québec, la FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD, qui sortent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était le début des consultations dans le projet de loi. Donc, tu sais, la ministre dépose son projet de loi, puis là, tu as plein de groupes qui viennent dire, dans le fond, ce qu'ils en pensent, puis comment ils voudraient le baiser, et qui dénoncent le fait qu'il y a des pouvoirs qui sont arbitraires dans le projet de loi et que ça vise justement les citoyens puis qu'il pourrait y avoir des dérapes. Tu sais, puis je t'explique, c'est que tout le monde s'entend sur l'objectif qu'il faut protéger les élus, qu'il faut changer aussi le contexte, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des mots dans le projet de loi qui permettraient, par exemple, pour un conseil municipal d'aller chercher une injonction contre un citoyen qui aurait troublé le déroulement d'une séance. Ah, ça veut dire quoi, troubler? Troublé, je me suis levée 10 fois, j'étais pas content, je suis fâchée, moi, que mes poubelles, on va les ramasser juste une fois par semaine au lieu de 2 semaines. Ça, tu sais, troubler, c'est pas là, on n'est pas dans nécessairement un acte criminel, on n'est pas, t'es pas en train de lancer des chaises à travers le
conseil a peut-être été insistant. Donc, tu sais, et il y en a qui peuvent l'être. Il y en a qui peuvent l'être. Il y en a qui prennent des dossiers. Puis, ouais, c'est sûr. Mais comment t'interprètes ce mot-là si tu viens pas justement le baliser davantage? Puis la ministre répond, écoutez, ce sera au bon jugement des conseils municipaux puis des élus municipaux de prendre cette décision-là. Puis c'est là qu'il y a un enjeu de dérap. Puis je te donne 2 exemples, moi, qui m'ont quand même fait sourire, qui sont pas drôles, mais qui m'ont quand même fait sourire dans la lettre que les syndicats ont soumise dans le fond à la ministre, puis ils donnent comme exemple que en novembre 2023, le bureau de François Legault a menacé un organisme qui lui a envoyé 10 courriels en copie conforme pour manifester son opposition à la réforme de la santé de Christian Dubé. Et là, ils ont menacé l'organisme de transmettre la situation à la Sûreté du Québec pour harcèlement. Oui. Et l'attaché de presse de François Legault, après ça, a dit, finalement, c'était une erreur, on n'aurait pas dû répondre ça et tout. Tu sais, je veux dire, une boîte courriel, là, d'un élu, là, Isabelle, là, si je te disais les milliers de courriels que je recevais de tous les groupes possibles et inimaginables, puis ça sert à ça, un élu, c'est à te faire dire l'opposition à un projet de loi ou l'appui ou peu importe, tu sais. Si tu menaces de harcèlement parce que là, t'as un organisme qui a envoyé des chaînes de lettres, puis là, t'as 50, tu sais, souvent, on recevait ça, là, tu sais, 100 lettres ou 200 lettres, la même lettre, mais de citoyens différents. Puis, il donnait un autre exemple, c'est à Trois-Rivières. C'est la ville qui a envoyé une mise en demeure à une citoyenne parce qu'elle avait qualifié le maire, un des élus, d'incompétent sur Facebook. Donc là, tu sais, incompétent, ça demeure encore un mot du vocabulaire que tu peux trouver effectivement que ton élu il est compétent ou il est incompétent. Est-ce que ça mérite une mise en demeure? Tu sais, puis c'est un peu là que surtout qu'il y a des pénalités, hein, Marie, c'est que on parle de 1 500 $ de pénalités aussi. Ouais, c'est ça. Tu peux aller chercher une injonction. Ça permet à un conseil municipal ou à un élu d'aller chercher une injonction pour empêcher, si on veut, un citoyen d'assister à un conseil municipal, et ça peut aller jusqu'à 1 500 $ de pénalité également, tu sais. Donc, il y a l'enjeu, là, où tu sais, un projet de loi, il faut que ce soit précis. Ouais, puis en même temps, ce que je trouve intéressant dans les syndicats, c'est qu'ils semblent dire, les centrales syndicales ont dit aujourd'hui, dans le fond, c'est comme on se trompe de personne parce que ceux qui sont les plus insistants et harcelants, ce sont les conseillers entre eux. C'est finalement, c'est pas forcément les citoyens. Est-ce que je pense. J'ai souvent dit en politique, tu sais, tu peux manger de la gomme puis marcher en même temps. Là, tu sais, ce projet de loi-là a sa raison d'être parce que oui, il y a des citoyens qui, il y a eu, tu sais, je veux dire, il y en a plein des cas là, de menaces, d'intimidation, de harcèlement. Moi, je trouvais que dans le message qu'elle lance, juste en déposant son projet de loi puis en disant, il y a des pénalités là, c'est pas parce que tu es caché derrière ton écran que tu peux dire tout puis n'importe quoi, puis tu peux te comporter n'importe comment. Puis tu sais, les élus sont devenus plus que jamais, je trouve, depuis la pandémie, des espèces de défouloirs collectifs où là, il n'y a plus de limite. Donc, je trouvais que ça venait recadrer ça. Ceci dit, ça reste que la majorité des cas qu'il y a eu et des démissions qu'il y a eu aussi, ce qu'elle souligne, c'est pas, tu sais, faut pas faire porter tout le poids de la raison pour laquelle les élus quittent aux citoyens. Et c'est souvent des conflits, justement, entre conseillers, entre élus. Et, tu sais, elle aura beau avoir le plus beau projet de loi, la ministre, justement, pour sévir contre les citoyens. Si cette réflexion-là, elle n'est pas faite sur comment détoxifier les conseils municipaux, comment revoir les relations de travail, comment les accompagner, comment leur donner plus de ressources. Si cet enjeu-là, il n'est pas réglé, au niveau de la crise démocratique. C'est beaucoup plus ça, la représentativité, tout à fait, parce que c'est inquiétant que 10% des élus au municipal démissionnent. Tu sais, c'est le palier de gouvernement qui est quand même le plus près des gens. À un moment donné, il y aura plus personne pour nous représenter. Là. Personne va vouloir y aller. C'est quand même. Il y a quelqu'un qui disait, tu sais, c'est le palier de gouvernement où tes fesses sont les plus près des élus. Ouais, exactement. Des citoyens. Ouais. Ça donne une idée, mais c'est vrai que les gens, même, tu sais, que tu sois dans un village, mais moi, je l'ai vu à Montréal aussi, tu sais, tu vas faire tes courses, puis c'est que c'est tellement près de la réalité sur ta ruelle qui est pas déneigée, sur ta poubelle qui est pas ramassée, sur ton compost, sur la piste cyclable qui vient d'enlever 6 places de stationnement. Ah oui, complètement. Ça déchire des chemises. Ça peut devenir les nids de poules, les comptes, les papiers, écoute, on peut faire la litanie de tout ce qui est exact. Puis au-delà de ça, leur recherche de travail, c'est tellement, tu sais, j'entendais quand là, la mairesse de
de Sherbrooke dire on a besoin d'être accompagné davantage par le gouvernement du Québec parce que là, c'est la crise du logement. On n'a pas de ressources, mais c'est nous qui, ça tombe dans notre cours. La lutte au changement climatique. Écoute, c'est une méchante job à être élu au municipal. Parlons un petit peu de Québec solidaire parce que là, ça brasse pas mal de l'intérieur. Là aussi, il y a eu des démissions fracassantes dernièrement. Et là, toi, on parle de risque d'implosion. Oui, parce que, tu sais, je n'étais pas surprise de ce qui a été annoncé aujourd'hui par le Gabriel Nadeau-Dubois et Christine Labrie, sa nouvelle co-parole par intérim, en vue de leur conseil national qui a lieu à la fin du mois de mai. Dans le fond, ils proposent, puis c'est un peu ce que Gabriel Nadeau-Dubois a commencé à mettre sur la table la semaine dernière, là, en disant il faut professionnaliser le parti. Il faut que ça devienne un parti de gouvernement. On doit, tu sais, il y a des sujets peut-être qu'il faut prioriser par rapport à d'autres. Il va falloir faire des compromis. Il faut devenir crédible. Il faut lâcher un peu la gauche, tu sais. Puis c'est un parti qui s'est souvent fait dire justement que c'est des gens qui ont la vérité là, puis qui culpabilisent beaucoup sur la question environnementale entre autres. La raison pour laquelle je te dis ça risque d'imploser, c'est que je suis pas certaine, moi, que le pari qu'ils sont en train de faire de se dénaturer, parce que c'est quand même un peu ça qu'ils est en train de faire. Ou d'évoluer, non? Tu dirais pas d'évoluer? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette approche de Gabriel Nadeau-Dubois. Tu sais, il n'y a pas tort dans le constat, quand même. Non, il est très lucide. Il est très lucide, mais c'est un parti quand même qui a été basé, tu sais, qui sont allés chercher leurs électeurs puis leurs militants à travers la question, entre autres, de la lutte au changement climatique. L'automne dernier, ils ont dit finalement, on va mettre ça un peu sur la glace, la lutte au changement climatique, parce qu'on va s'occuper plus de la crise du logement puis de s'assurer que les gens bouclent leur fin de mois et tout. Tu sais, ce qui est un constat lucide, mais ça reste que je sais pas, tu sais, est-ce qu'ils vont aller en chercher d'autres? Peut-être, je pense pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore à travers la gorge le fait que Gabriel Nadeau-Dubois était le porte-parole des Carrés Rouges. Moi, je l'entends, là, Isabelle, tous les jours. Mon Dieu, je l'entends. Encore aujourd'hui, j'en discutais avec des gens, puis j'en posais la question un peu comme ça. Des gens qui auraient pu avoir le profil que je trouvais qu'il y avait un profil qui aurait pu être intéressé par ce changement de cap de Québec solidaire. C'était un peu over my dead body, la réponse. C'est moi, Gabriel Nadeau-Dubois. Il a été dans la rue avec des carrés rouges. Jamais je vais l'appuyer. Mon Dieu, c'est vrai? Mon Dieu, c'est tellement longtemps, écoute. Ah, ouais? Oui, mais c'est encore très, très présent. Ça a été très présent. Puis, en fait, quand je dis imploser, c'est que j'ai l'impression que ce changement d'ADN-là, le risque qu'il prend, puis à un moment donné, tu fais pas d'omelette sans casser des œufs, mais j'espère qu'il a bien mesuré son risque, c'est que les militants actuels débarquent. Puis ils disent, c'est quoi qu'on a de différent du Parti québécois? C'est quoi qu'on propose de différent? Mais tu vois, moi, je le voyais. Mais c'est une très bonne question. Puis ça, cette question-là, elle doit être clarifiée au sein même de leur parti. Tu sais, mais sur la question des changements climatiques ou à la rigueur de l'indépendance, moi, je voyais plus Québec solidaire comme originellement comme un parti qui se voulait la voix des plus démunis. Tu sais, vraiment quand même de l'extrême gauche là, qui va aller à des sociétés hyper égalitaires. C'est ça, la base de Québec solidaire. Puis après, c'est greffé toutes sortes de... Oui, mais tu sais, le Parti libéral du Québec est la voix des plus démunis, puis il se bat pour une de leurs valeurs, c'est la question de la justice sociale puis des inégalités sociales depuis toujours. Le Parti québécois aussi. Oui, tout le monde va dire, c'est sûr. T'as pas un élu à l'Assemblée nationale qui va dire, ben non, Isabelle, moi, la question de l'égalité sociale, c'est vraiment pas un enjeu. Je me lève pas le matin pour m'assurer que les 9 millions de Québécois puissent réussir. Une égalité que ça porte vraiment tout le monde. Québec solidaire, je pense qu'on leur a collé ça beaucoup parce que c'était dans le profil des gens qui étaient là aussi, dans le discours qu'ils ont tenu. Mais là, justement, Gabriel Nadeau-Dubois, ce qu'il veut faire, c'est, il veut se décoller. Ça leur a fait tellement mal, la question des taxes oranges, tellement mal, que je pense qu'il veut justement essayer de se donner puis c'est ce qu'il avait dit à la dernière élection, ils veulent se donner une crédibilité économique. Ils veulent devenir un parti qui est crédible économiquement pour aller gouverner, pour qu'on arrête de penser que la journée où ils vont arriver au pouvoir, ils vont mettre toutes sortes de taxes en place. Mais à partir du moment où tu veux faire ça, ben comment tu te démarques par rapport aux autres partis de l'opposition? Merci beaucoup. Puis comment tu gardes ta base électorale surtout, là? Et peut-être que ça se fera pas avec Gabriel Nadeau-Dubois au sein de ce parti-là. Peut-être qu'il va être obligé de quitter le parti.
c'est là où ça risque de passer ou casser. Merci, Marie. Écoute, ça me fera tellement d'autres sujets de conversation. Absolument. On a pour s'amuser pendant plusieurs mois. Merci, Marie. Toujours. Bye. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Moranville-Ouellette. Merci beaucoup d'être là, Alex. Bonjour Isabelle, alors, bienvenue. Tu vas tout nous dire et en 24 minutes, à part de ça. À tout savoir en 24 minutes. Oui. Tout à fait. Ben oui, toutes sortes de nouvelles qui sont parues aujourd'hui, dont une qui s'est écoutée et regardée également parce qu'elle était filmée, télévisée, parce que, ben oui, c'est ce qui se passait au comité sur les langues officielles à Ottawa. Toute une scène qui a eu lieu à ce moment-là. On était en train d'interroger le chercheur indépendant Frédéric Lacroix, qui lui venait livrer un témoignage en expliquant que selon des statistiques piochées à même Statistique Canada, ben il y a un certain recul qui s'observe, là, particulièrement au niveau du français, dans les régions où on a des écoles anglophones qui sont mieux financées. Là, évidemment, j'ai pas tous les chiffres moi-même devant moi, mais on essaie d'expliquer que le financement est inégal là, ici au Québec de certaines écoles anglophones versus francophones, ben pourrait contribuer potentiellement au déclin du français. Puis c'est la mission de ce comité sur les langues officielles de se pencher sur ces choses-là. Sauf que ça a pas plu au député franco-ontarien Francis Drouin, qui a décidé de répliquer là, aux propos de M. Lacroix. Faut l'écouter, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Nous sommes 321 millions d'interlocuteurs francophones. Puis le fait qu'une université enseigne de l'anglais à Montréal, qui est un discours que j'entends depuis que j'ai 40 ans, je l'entends depuis que j'ai 1 an, qui, à cause des universités des universités anglophones, le fait qu'ils sont en train d'angliciser Montréal, vous êtes... Excuse-moi, là, mais vous êtes plein de marde. Puis là, je vais retirer mes... Plein de marde. C'est comme ça qu'il a traité. Je veux dire, c'est fou, là. Ben, t'es un député. Ouais. Tu interroges quelqu'un, là. Vous faites venir un chercheur qui s'en vient d'écrire. de plein de marde. C'est les statistiques de Statistique Canada. C'est pas les statistiques du chercheur elle-même. C'est à ne rien y comprendre. Vraiment. Et ça n'a pas tardé, bien sûr, pour que les députés du Bloc québécois là, se portent à la défense de M. Lacroix. Ont accusé, bien évidemment, là, M. Drouin de Québec bashing, de en haine plus, francophone. Sincèrement, au-delà là, du gros mot puis de l'impolitesse, là. C'est quoi sa position? C'est de finalement nier ça? Mais je veux dire, est-ce qu'il vit à Montréal? Ah, mais lui dit que c'est des propos extrémistes qui ont été tenus par le chercheur Lacroix. Mais c'est un francophone? Oui. Je comprends pas le but. Je comprends pas sa position, Moi non plus, sincèrement. Et là, ben du côté des bloquistes... C'est assez dur pour les franco-manitobains aussi de faire respecter le français. Là. Ben absolument, absolument. Et là, lui, d'aller contester ces chiffres-là, quand on se comprend, là, si on invite quelqu'un devant un comité, c'est pour qu'il puisse livrer ses données, qu'il puisse livrer ses études. Après ça, libre aux gens du comité de débattre de la pertinence des propos, d'à quel point il faut prendre ça avec un grain de sel ou pas. Traiter l'invité de plein de marde. Et là, ben, on va voir comment va réagir le reste du caucus libéral, parce que pour l'instant, ils ont l'air de tous se tenir derrière Francis Drouin, le député qui a tenu ces propos-là. Du côté du Bloc, on demande à M. Trudeau de demander des excuses. La bouche avec du savon. En public, en pleine chambre des communes, ça serait-tu pas beau tout ça? Non, vraiment, c'est toute une histoire quand même. Là, hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir là, de cet incident-là sur la politique fédérale, parce que... Honnêtement, moi, j'ai jamais entendu ou vu ça là, dans une commission comme celle-là. Donc, à suivre pour la suite, des propos assez durs. Merci. Ouais. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On revient au Québec parce que l'identité numérique, ce fameux projet d'Éric Kerr qui a été annoncé et réannoncé et réannoncé, mais finalement est encore tabletté et mis sur la glace. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Sincèrement, là. Ouais, parce que là, quand je parle d'identité numérique, ça fait déjà des années qu'on parle de ça. C'est l'objectif d'avoir là, tous vos documents, tout ce qui concerne là, vos papiers gouvernementaux, votre permis de conduire, que tout ça puisse se retrouver sur votre téléphone cellulaire à partir d'une application sécurisée. Évidemment,
On a des enjeux de cybersécurité qui viennent avec tout ça. On veut pas que ces données-là soient disponibles pour tout le monde. Donc, c'est nécessaire. Mais pourquoi c'est si compliqué au Québec? Je veux dire, il y a moi, j'ai plein d'applications sur mon téléphone. J'ai mes cartes de crédit dans mon wallet. C'est sûr que, bon, c'est tout sécurisé. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais attends, fille, non, il n'y a rien. Un bon hacker pourrait rentrer dans mais de toute façon, il faut vivre un peu avec le danger aujourd'hui. Oui. Ce risque-là est un risque présent. Il n'y a pas de risque zéro. Mais comment ça se fait qu'au gouvernement du Québec, on n'arrive pas à être capable de mettre quelque chose semblable sur le marché et qui fonctionne? C'est à ne rien y comprendre. Écoute, on a mis combien d'argent là-dedans? Alex, c'est des centaines de millions de dollars. Ben là, pas mal, parce que là, le portefeuille Québec, c'était ça qui était attendu pour 2025, qu'on vient de repousser, entre autres, une des parties de la fameuse identité numérique. C'est 105 millions de dollars, le montant auquel c'était au départ là, évalué. On ne sait pas combien ça a coûté. Il n'y a personne qui peut expliquer en chiffres combien ça a coûté jusqu'ici pour finalement ne rien avoir. Là, on se comprend, ça va être plus tard que ça va venir. On le repousse encore jusqu'au calendrier grec. Et c'est depuis 2019 là, qu'on promet aux citoyens que ça s'en vient, que d'une année à l'autre, ça s'en vient. Éric Kerr a déjà déclaré à Radio-Canada que ça serait en fonction dès 2021. C'est toujours pas fait. Là, en 2020, il avait dit non, finalement, c'est 2025. On arrive en 2024. Non, ça sera pas en 2025. Non, c'est quelque chose, sincèrement, surtout ce matin à l'émission, alors que je remplaçais Alexandre Dubé, j'ai reçu Monsieur Parent, qui lui-même est un expert en cybersécurité, PDG d'Eva Technologies, qui lui, sincèrement, il me l'a dit directement, nous, on rit d'Éric Kerr, on rit de ce ministère-là entre experts, on comprend pas comment ça peut être si complexe pour savoir tout ça. Il n'est pas tout seul non plus, Éric Kerr. Lui, c'est le ministre. Normalement, il y a plein de monde autour là, qui sont supposés savoir quoi faire. Puis je sais qu'ils ont quand même engagé des gens aussi qui étaient compétents, mais qui n'ont pas pu garder parce qu'il y a des problèmes. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait des fonctionnaires qui faisaient vraiment blocage. Tu sais, quand tu as du monde qui travaille contre toi à l'intérieur. Mais c'est ce qui a été rapporté par plusieurs dossiers, entre autres, là, dans les pages du Journal de Montréal, qui expliquait qu'il y avait une fuite de talent au niveau du ministère de la cybersécurité et du numérique. Les bons restent pas. C'est les pas bons qui restent. Puis tout ça, alors qu'on est censé être la capitale, la Mecque mondiale de l'innovation en intelligence artificielle, d'innovation en technologie. Montréal, oui. Ouais, Montréal est censé être le pôle de tout ça. On travaille fort pour, mais les cerveaux comme Yoshua Bengio, par exemple, là, c'est dans le top 100 du Time Magazine. Californie nous bat à plat de couture. Oui, on s'entend, on n'est pas Silicon Valley, mais pour ce qui est juste des recherches sur l'intelligence artificielle, Montréal, pôle mondial, jeux vidéo Montréal. Pôle mondial, c'est on a... Fait que donc, on aurait des ressources. On les a, les expertises, mais depuis 2022, on dit à l'interne qu'on n'en a pas, qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour ça, qu'on n'est pas capable de le faire, alors que dans les faits, ça semble être quelque chose qui est relativement simple et peu onéreux à créer. Donc, M. Kerr, lui, qui va finir par expliquer sa décision là, de repousser tout ça. Là, on parle de pas de service complet sur l'authentification avant 2028. C'est là qu'on envoie... 2028, c'est maintenant là qu'on veut que tous les services soient accessibles sur ce fameux portail d'identité numérique. L'autre problème, c'est que M. Kerr refuse toutes les entrevues avec nos collègues du bureau d'enquête de Québécois, du bureau parlementaire plutôt, parce qu'il n'aime pas la couverture médiatique. Elle n'est pas assez positive à son goût. Écoute, aujourd'hui, je devais renouveler mon permis de conduire. Fait que tu reçois ça par la poste. Oui. Puis là, je me dis, je dois bien être capable de faire ça sur Internet. Et donc, il y a une petite... Puis si tu veux recevoir ça, si tu veux payer automatiquement chaque année pour pas te bordrer avec ça, il faut que tu aies une petite case. De l'autre côté du formulaire que tu reçois par la poste, tu as une petite case. Alors, il faut que tu coches la case puis que tu renvoies ça par la poste. Ah! Pas par fax? Il n'y a même pas l'option par fax? Il y a peut-être le fax, mais moi, je n'ai pas de fax. Je suis pas bien équipé. Il manque ça comme équipement. T'es pas à la pointe de la technologie, non, il y a ça. T'sais. Mais tu te dis, mais ça se peut pas. Fait que là, j'essaye d'aller. Il n'y a pas un... Je me dis, SAAQ, clique quelque chose. Ça clique? Ouais. Ben non, j'écoute, c'est encore ouvert sur mon bureau. Je me dis, après l'émission, je vais continuer à essayer de comprendre comment je peux y arriver. Parce que SACLIC, on nous avait promis d'ailleurs avec SACLIC que ça allait être un système simple d'utilisation. Puis c'est censé être d'ailleurs la base de ce nouveau système d'identité numérique québécois. C'était comme la phase 1, si tu veux. La phase... Mais sinon, il te renvoie à ton institution bancaire puis tu payes genre virement Interac avec ton numéro. Mais c'est juste compliqué finalement pour rien. Il devrait y avoir un site. Il devrait. C'est censé être SACLIC, mais... c'est aussi peu pratique d'utilisation que ce à quoi on s'attendait. Merci, M. Kerr. Tout savoir en 24 minutes.
Toujours sur la scène politique québécoise, le ministre Pierre Fitzgibbon a réagi aujourd'hui à ce qui a été trouvé là, hier sur le site là, de Nordvolt, futur site plutôt de l'usine Nordvolt. Objet incendiaire, je le rappelle, qui était caché là, sous des véhicules là, de construction et qui, heureusement, là, n'ont pas eu de déclenchement de leur dispositif. Là, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas eu d'explosion ou d'incendie, mais très clairement, un acte absolument dangereux qui a été dénoncé. Puis traité, là, c'est les mots barbares qui ont été mis dans la bouche de M. Fitzgibbon aujourd'hui. Lui qui dit que c'est les barbares qu'il faut trouver et même être oui, il faut chassés. les trouver. Ouais. Oui, absolument. Parce que là, il y a l'autre question qui vient. Là. Comment ça se fait que ça fait plusieurs actes de vandalisme qui ont lieu sur ce terrain-là, dans ce coin-là, puis que la police n'est pas capable de les trouver? Là. Ça aussi, ça va devenir un enjeu assez pressant. Il n'y a pas des caméras dans ce coin-là? Il n'y a pas Norvolt devrait mettre des caméras. Moi, je suis Norvolt, je mets des caméras là. Oui, c'est sûr qu'ils ont sûrement le budget aussi pour se permettre quelques caméras de surveillance. Là, quoique c'est un gros terrain quand même. Hein. C'est une énorme usine qu'on veut construire, donc ils sont peut-être pas partout, mais quand même là. Mais tu vois, on parle d'éco-vandalisme et je trouve que, tu sais, hier on disait éco-terrorisme. Je trouve que c'est des gros mots quand même. Là. Ouais, ben parce que ça pointe du doigt des écologistes. Tu sais, ça pointe. Mais on sait vraiment pas qui c'est. Là. Non. Fait qu'avant de pointer du doigt qui que ce soit, je trouve qu'on devrait garder une petite gêne puis se dire, faut trouver les coupables. Ouais, puis après ça, comprendre leur motivation. Oui, comprendre leur motivation. C'est peut-être juste des gens qui veulent faire du trouble. C'est peut-être des tatas dans tous les cas. C'est peut-être juste des tatas, mais c'est peut-être aussi des tatas écologistes. C'est peut-être, oui, il y a aussi des tatas, il y en a dans tous les domaines. Il y a tellement de sortes de tatas. Tout savoir en 24 minutes. Après avoir parlé de ce projet d'identité numérique, parlons de d'autres dépenses inutiles qui ont été réalisées. Tu ne parleras pas de l'Office de consultation de Montréal. Moi, je ne me peux plus par rapport à cette place. Moi, je te ferme ça. Là. Je fais un anglicisme, mais c'est le dossier qui ne cesse de donner, je vais le dire comme ça. The gift that keeps on giving. Sincèrement... C'est pathétique, Alex. Écoute, moi, je suis citoyenne de Montréal et fière de l'être. Là. Sincèrement, j'aime ma ville. Puis des fois, j'ai l'impression que j'aime ma ville. C'est comme, même si on fait tout pour que je le laïsse, là. Puis ça, ce genre de nouvelles-là qui fait que, puis là, il faut expliquer aux gens rapidement, fais-le don là, sur l'histoire qui vient de sortir. Là, oui, l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, on rappelle qu'ils ont été là, pincés par nos collègues du bureau d'enquête de Québécois qui se sont mis sur le cas de leurs dépenses, se sont rendus compte qu'on dépensait des dizaines de milliers de dollars en voyage, en restaurant, en écouteurs de luxe, en bouteilles de vin. Tout ça pour... à peu près aucun résultat. On n'expliquait pas les voyages à l'étranger, ça avait servi à quoi. On n'expliquait pas les soupers servaient à quoi. Mais on dépensait à grands frais. Depuis ce temps-là, beaucoup de gens ont perdu leur poste, ont dû quitter. Dont la numéro 2 de la Ville de Montréal. Dominique Olivier, qui était rendu président du comité exécutif et qui poursuit nos collègues journalistes pour 1,7 million de dollars en disant que elle avait une réputation impeccable et maintenant qu'ils ont révélé la vérité, sa réputation est plus si bonne. Et donc, elle poursuit. Voilà. Et maintenant, on a découvert d'autres choses. On a découvert d'autres choses. 72 000 $ et plus, c'est ce qui a été dépensé pour un site Internet, un nouveau site Internet pour l'OCPM, qui finalement n'est pas nécessaire, puis qui verra sûrement jamais le jour. Donc, on a dépensé encore une fois dans le numérique, là, 72 000 $ pour un site Internet. Le pire dans cette histoire-là, révélé par le bureau d'enquête Journal, c'est que, d'accord, à la rigueur, tu peux dire, on avait vraiment besoin d'un site Internet parce que X raison. Normalement, c'est supposé quand même être approuvé, ce genre de dépenses-là. Et comme c'est quand même un organisme qui est relié à la Ville de Montréal, il y a des règles d'octroi de contrat. Et là, moi, c'est ça qui me gosse le plus, c'est que ils ont fait fi de ces règles et s'il n'y avait pas eu des journalistes, on ne saurait pas que ce contrat-là a été donné, on ne sait pas à qui. Là. En fait, ce qui est encore plus drôle. Moi, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça vraiment, là, c'est l'argent des contribuables de Montréal. Après ça, ils vont couper le nombre de poubelles qu'ils nous ramassent, puis là, ils vont dire, là, on ne tombe plus. Puis les taxes municipales vont augmenter de 237 $. Ils vont nous charger l'eau, puis... Écoute, non. Okay, ça ne fait pas. Disons, encore plus drôle, je vais changer mon terme pour dire encore plus tragique dans ce dossier-là. Encore plus fâchant. Encore plus frustrant. Voilà. Là-dedans, c'est que c'est même pas qu'ils ont fait fi des règles d'octroi de contrat public. Parce que dans à peu près tous les organismes publics ou presque au Québec, dès qu'on a une dépense, un contrat de plus de 25 000 $, on doit le rendre public. Exact. Sauf que l'OCPM, eux, ont décidé de se doter de leurs propres règles à eux qui sont moins strictes que celles de la Ville de Montréal. Parce que
sont dans un statut à part. Ben oui. Comprends? C'est comme un paramunicipal, mettons. Un paramunicipal et encore plus poussé dans ce dossier-là, c'est les textos qui ont été trouvés parce que on a fait des demandes d'accès à l'information du côté de nos collègues du bureau d'enquête et on reçoit des textos qui ont lieu entre Madame Grenier et Madame Beaulieu puis qui s'échangent, là, Monsieur Grenier, pardonne-moi, et Madame Beaulieu qui s'échangent, le eux à l'époque, les textos. Et là, elle a dit, on met tout ça sur la glace à cause de JE puis de Québécois. Ouais, on s'entend que c'est à cause de Québécois. Ouais, entendons-nous que pour dire que c'est à cause de Québécois. Fait que on s'est fait prendre la main dans le pot à biscuits, c'est de la faute des journalistes. C'est pas de notre faute à nous, on a bien dépensé, mais c'est de la faute des journalistes qu'on doit tabletter un très beau site internet qui a coûté une fortune. Moi, j'en reviens pas des fois du sans-gêne de certaines personnes. Ah ouais, c'est vraiment un culot, hein, je pense, dans ce dossier-là. Actualité. Étrange histoire à Montréal, très étrange. Il n'y a pas d'enquête qui est ouverte encore, mais la police sont quand même en train de recueillir des témoignages concernant un événement survenu dans le quartier Hansik pendant la fin de semaine. C'est des citoyens qui se sont fait réveiller en pleine nuit alors qu'il y avait 2 femmes pieds nus qui allaient cogner aux portes d'à peu près tous les résidents du même quartier vers 3 heures du matin. Et là, cogne, dans un des témoignages, on explique qu'elles sont même en train de pleurer devant la porte, nu-pieds. Puis que là, à la seconde où lui fait du bruit, ouvre la porte, arrête de pleurer, déguerpisse, nu-pieds comme ça. Puis là, les citoyens qui, eux, ont répondu, disent, ils s'en vont extrêmement vite, c'est bien bizarre. Mais ceux qui n'ont pas répondu rapportent que ils ont perdu des choses. Ils se seraient fait voler des objets sur leur terrain. Un témoignage également qui vient de quelqu'un qui explique qu'on aurait tenté de voler sa voiture. Les 2 femmes avec 2 autres hommes, 2 autres complices qui seraient venus auraient tenté d'ouvrir les portes de la voiture, auraient allumé ses lumières dehors, puis ça aurait fait fuir l'espèce de quatuor insolite dans cette histoire-là. Mais surtout, le drôle de modus operandi de femmes pleureuses nu-pieds dans le quartier. Comme je l'ai dit pour l'instant, pas d'enquête du côté du SPVM, mais on est quand même à l'étape de recueillir des témoignages puis voir qu'est-ce qui pourrait aller par la suite, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite pour rassurer les résidents du quartier? Parce que je t'avoue... Puis ils ont sonné à plein de portes comme ça? Oui, cogner, sonner à plein de portes. Ça semblait être vraiment le modus operandi de voir est-ce que quelqu'un là... Est-ce que les gens sont là ou sont pas là? Ils sont pas là, on se met à voler des affaires. Ça semble être le motif. Pour l'instant, comme je dis, pas d'accusation déposée ou quoi que ce soit. Mais étrange histoire. Il y a de ces criminels dans la vie qui ont des surnoms, des épitaphes absolument ahurissantes. Là, c'est les voleuses à pieds nus. Les voleuses aux pieds nus, un peu moins glamour quand même. Oui. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Mais oublions les voleuses parce qu'il y a un dossier beaucoup plus pressant à Latuc en ce moment. La municipalité qui est aux prises avec une invasion de lapins. Écoute, quelle histoire! Après les faisans et les cerfs de Virginie, là, c'est les lapins. Oui, les dindes sauvages et autres. Là, c'est une centaine de lapins dans le secteur de Lacroche, à Latuc, qui sont en train de déranger le voisinage. Là, qui disent on parle de combien de lapins? On dit au moins une bonne centaine. Qui sont en train de se promener dans le quartier, puis qui mangent absolument tout. Hein, ce qu'il y a, tous les potagers des gens, les plantes, les fleurs, etc. Puis là, la municipalité a reçu toutes sortes de plaintes. Puis je sais que ça a l'air rigolo. Je dis pas des gros lièvres, c'est vraiment des petits lapins. C'est des petits lapins? Des petits lapins, exact. Ouais, là, de toutes les couleurs, j'ose croire. Des lapins, tu sais que ça se reproduit vite. Mais c'est exactement le problème. parce que la théorie de la ville, pour l'instant, c'est qu'il y a dû avoir des gens qui ont remis en liberté des lapins de compagnie. Qui, eux, se seraient multipliés par la suite. Oui, parce qu'on se comprend, ça prend même pas quelques jours, je pense, à la femelle lapin après sa gestation pour pouvoir procréer à nouveau puis recommencer une nouvelle portée de petits lapinaux. Donc, c'est drôle de problème. Là. Heureusement, rassurez-vous, on s'en va pas abattre avec le trappeur. Là. C'est lapin, on veut déposer des cages pour être capable de les capturer puis voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc, à Latuc. À Latuc. Oui, de tous les endroits au Québec, c'est quand même dans le bois. Là, on a quand même beaucoup de nature autour de Latuc. Il pourrait y avoir toutes sortes de créatures des bois, mais c'est des lapins qui terrorisent les gens. Économie. C'est une drôle de nouvelle économique, me direz-vous, mais c'est quand même... Économique ou judiciaire ou criminelle ou policière? C'est pas mal de cash qui a été brassé ce matin parce que les policiers ont
perquisitionner une résidence de LaSalle qui appartient à Giuseppe Arcoracci, qui est un proche du crime organisé, reconnu pour avoir trempé, oui, dans la mafia italienne, mais aussi le crime organisé irlandais, serait très, très discret puis aiderait là toutes sortes de criminels dans ses activités. Et là, chez lui, c'est la perquisition elle-même, là, ce qu'on a saisi qui vient vraiment frapper l'imaginaire. Parce qu'en plus de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne, des dizaines de kilos, là, c'est de la cocaïne pas mal, au-dessus de 2 millions de dollars en argent comptant qui se trouvait chez l'homme. Là. Puis, ça aussi, c'est dur à imaginer, là, mais une liasse de billets, c'est beaucoup. 2 millions de dollars comme ça en comptant qui ont été retrouvés sur place. Et fait plus étonnant, M. Arcoracci lui-même n'a pas été arrêté. Donc, on a saisi tout ça chez lui, une dizaine d'arbres prohibés également, mais c'était juste une perquisition, pas d'arrestation pour l'instant. Mais je sais pas ce que ça fait là. Je sais pas. Merci d'enlever ça de son mémoire, les boys. Je savais pas quoi faire avec tout ça. Non, je viens de le découvrir. Quelle gentillesse de la part des forces de l'ordre à LaSalle. Bref, on fait des blagues, mais on sait que quand les policiers font ce genre de choses-là, très souvent, il y a un deuxième objectif là, derrière. Ouais. Donc, on va laisser les policiers travailler, mais 2 millions de dollars comptant, ça frappe l'imaginaire. Le Monde. On savait déjà qu'un procès avec Donald Trump, l'ancien président américain, pourrait ressembler un peu à de la télé-réalité. C'est divertissant. Mais jamais autant qu'aujourd'hui, sincèrement, alors qu'on a eu le témoignage de l'une des principales intéressées dans cette affaire-là. Stormy Daniels. Stormy Daniels elle-même, de son vrai nom, Stephanie Clifford, cette ancienne star du X qui est celle qui a reçu de l'argent ou aurait reçu de l'argent de la part là, de M. Trump et de ses associés pour qu'elle se taise par rapport à une relation sexuelle qu'elle aurait eue avec le milliardaire pendant qu'il était déjà là, avec Melania Trump et qu'elle était même enceinte d'un de ses enfants. Et là, aujourd'hui, le témoignage de Mme Daniels, c'était le témoignage sur la relation sexuelle elle-même. Là. Et elle ne s'est pas gênée pour aller raconter tout ça. Elle était nerveuse en cours, surtout parce que les avocats de M. Trump ont tenté là, à plusieurs reprises de faire annuler son témoignage, que le juge a refusé. Ont même tenté d'invalider le procès au complet en disant qu'un témoignage comme ça venait trop heurter la réputation de leur client. Ça a été balayé aussi par le juge. Et elle a raconté là, la journée de 2006, parce que c'est là que ça remonte, où elle était en visite, un club de golf. Il y avait une compétition de golf, rencontre Donald Trump, jase un peu avec elle. Puis là, il y a un membre de sa sécurité, à M. Trump, qui va la voir, lui dit « il aimerait beaucoup souper avec vous ». Bon, elle s'en va le rejoindre dans une suite. Et finalement, quand elle ressort là, d'une pièce, il est sur place, nu, flambant nu sur le lit. Elle dit, j'ai fini par coucher avec, sans préservatif. Je l'ai regretté. J'en ai pas parlé beaucoup à grand monde par la suite. Sans protection, mais des détails. Là, on les a reçus dans le témoignage, donc je ne fais que mon devoir avec les détails scabreux. Mais il explique même que, elle explique qu'avant la relation sexuelle, elle aurait vu une photo de Melania Trump, puis elle aurait dit, elle est très belle, votre femme. Puis lui a répondu, on dort même pas dans la même chambre, vous savez, on fait chambre à part. Non, vraiment des détails qui sont assez solides, merci, là, qui ont été racontés aujourd'hui. Témoignage donc qui sera retenu puis qui ne viendra pas là, impacter là, le reste de la marche à suivre du procès, hormis ce que les jurys ont entendu puis pourront juger par la suite. Mais comme je le dis, là, ça tient plus que du occupation double, on dirait, que du procès sérieux pour un ex-président américain. Mais c'est ça qui est fascinant. Ça l'est. Sincèrement, puis il se représente, tu comprends, c'est comme... Il se représente et il y a d'excellentes chances de gagner. Et il y a d'excellentes chances de gagner. Il y a des gens qui, de toute façon, seront même pas influencés par le procès, par l'issue du procès ou... Qui ne le sont déjà pas. Non, tout à fait. Pour il y a son électorat, puis cet électorat-là bouge pas. Oui, puis ils sont convaincus, comme le dit et redit M. Trump, que c'est un procès monté contre lui de toutes pièces, que les jurys là, sont déjà choisis d'avance parmi des démocrates. Va continuer à relater toutes sortes de mensonges comme ça. Mais bon, ce sera quand même aux jurys d'en décider, quoique, théoriquement, il n'y a rien qui empêche un président en prison de courir une campagne électorale, Isabelle. Ça, c'est spécial, hein? C'est spécial, mais théoriquement, même ça pourrait ne pas l'empêcher de continuer sa course. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode tous les jours en semaine en direct à la radio et à la télé, aussi disponible en balado et vidéo sur l'application ou la plateforme cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme... Cube. Débat, opinion et analyse.
explore toutes les facettes de l'actualité. On est de retour et vous savez que nos jeunes sont sédentaires et pas que nos jeunes, nous-mêmes aussi comme adultes, on devrait un peu plus se forcer, sortir, bouger, montrer l'exemple aux jeunes générations. Malheureusement, il y a les écrans, on est tous accros aux écrans et les jeunes le sont encore plus que nous parce que ils sont nés avec cette technologie. Mais quand on regarde les chiffres, sincèrement, c'est très inquiétant parce que il y a à peu près 4 enfants sur 10, non pardon, à peine 4 sur 10, c'est ça, font 1 heure d'activité physique par jour. Donc, c'est à peine 40% des jeunes qui bougent et puis pas tant que ça parce qu'1 heure d'activité physique, on pourrait dire que c'est le minimum vital. C'est le bulletin de l'activité physique chez les enfants et les jeunes de Participation, un organisme que vous connaissez bien qui nous dit ça. Et la note qui a été donnée à nos jeunes et à leur niveau d'activité, c'est D+. C'est sur le bord de l'échec, ça. Mais je pense qu'on peut dire que c'est un constat d'échec pour notre société en général, que notre rapport aux écrans, on semble être parti sur une tangente où on contrôle pas du tout l'utilisation qu'on en fait de ces fameux écrans, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, dans la société en général. Et les jeunes sont pas finalement... Comment peut-on s'attendre à ce qu'ils soient meilleurs que nous? Je vous dis, je pense que c'est une question d'exemple. On va en parler tout de suite avec le docteur Jean-Philippe Chaput. Il est pédiatre, il est professeur au département de pédiatrie de l'Université d'Ottawa. Il est porte-parole de Participation. Bonjour, Dr Chaput. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Savez-vous quoi? Je me suis forcée aujourd'hui. Je suis allée marcher 50 minutes avec ma fille. Il faisait tellement beau, je me suis dit, Participation va être contente. Mais c'est aussi parce que il faut se forcer. Hein? Il faut. C'est comme les cubes de Pierre Lavoie, ça. À un moment donné, il faut se faire souffrance, mais ça fait tellement de bien, surtout une journée comme aujourd'hui. Sincèrement, ça m'a revigorée. Pourquoi est-ce qu'on bouge pas comme ça? Pourquoi nos jeunes sont si sédentaires, Dr Chaput? Ouais, très bonne question. C'est un bulletin qu'on fait depuis plus de 15 ans. Les notes tournent autour du D et du F. Donc, c'est constat d'échec depuis longtemps. On sait que bouger est bon pour notre santé. C'est pas parce qu'on sait qu'on va le faire nécessairement. Il y a plusieurs barrières à l'activité physique, le manque de temps, le fait qu'on sait pas vraiment quoi faire. Donc, les barrières sont vraiment multiples, différentes selon chaque personne. On a vu une légère amélioration des 2 dernières années à cause que durant le COVID, on a vu une augmentation du temps d'écran, diminution de l'activité physique. Et là, on est revenu à nos taux pré-COVID, si on veut, qui est un des plus, qui n'était pas nécessairement bon. Et principalement, c'est les garçons qui ont revenu au niveau pré-COVID et non les filles. Donc, si on a une population qu'on doit cibler, c'est les filles et les adolescentes principalement qui sont pas réinscrites à leur sport pré-COVID. Donc, des programmes comme Filles actives au Québec, principalement les filles, je pense que ça va être des bons programmes, mais je pense que les barrières à l'activité physique sont très multiples et puis c'est pas parce qu'on sait qu'on va le faire nécessairement. Ouais, quelles sont ces barrières justement à l'activité physique des jeunes? Est-ce que ça prend absolument des parents qui sont actifs? Ben ça l'aide, c'est sûr que c'est démontré que lorsque les parents sont des bons modèles, sont actifs, les jeunes en général le sont. Je pense qu'on doit faire plus au niveau scolaire. Je pense que c'est bien beau de dire aux parents d'être des bons modèles, de pas prendre leur cellulaire toujours, d'aller à l'extérieur, mais on peut pas contrôler ce qui se passe dans les maisons. Mais au niveau scolaire, les jeunes passent environ 8 heures là. Je pense qu'on peut faire mieux en termes de cours d'éducation physique, de meilleure qualité, inclusif, et puis pensez à notre environnement aussi. On configure des environnements pour être assis avec des chaises partout. Donc, il y a des stations qu'on peut passer du temps plus debout. Et il n'y a pas de meilleure activité physique que d'autres. Vous dites, vous allez prendre une marche aujourd'hui. C'est bien, mais je pense qu'il faut trouver des activités qui sont qu'on aime. Donc, l'aspect plaisir. C'est une marche vigoureuse quand même, là. C'est une marche, puis c'était dans le parc avec un boisé, là. C'est comme, je suis revenue, j'avais chaud, j'avais le cœur qui battait. Fait quand même, là, je me disais, c'est pas une petite marche tranquille. Non, c'est bon pour le cœur. Avoir un chien, c'est bon aussi. Des gens qui marchent leurs animaux. Mais c'est vrai qu'aussitôt qu'il fait un petit peu froid, qu'il pleut, il y a tellement d'excuses pour pas bouger. Des changements climatiques aussi qui jouent par rapport à ça. Mais je pense que vous avez mis le doigt dessus. Vous avez relié tout de suite ça à l'école. Puis c'est vrai, quand on regarde le peu de temps où les jeunes peuvent bouger. Vous parlez du cours d'éducation physique. Je pense que c'est 45 minutes par période selon les horaires. C'est 9 jours ou 10 jours. Ça fait pas beaucoup, là. C'est à peu près ça, hein? 1 à 2 périodes.
Et lorsqu'on le mesure objectivement sur le 45 minutes, il y a la moitié qui est actif. Donc, il y a l'aspect théorique aussi. Donc, il y a beaucoup de temps assis, même dans les cours d'éducation physique. Ouais. Donc, je pense qu'il faut maximiser. Il y a trop de théorie dans les cours d'éducation physique. Moi, je voyais mes filles qui étaient à l'école, dans les cours d'éduc, il fallait qu'ils écrivent un texte. Voyons donc, pourquoi ça? Il fallait faire un truc sur les groupes alimentaires. Voyons donc, c'est quoi cette niaiserie-là? Bougeons, au contraire. Moi, je serais partisane pour qu'il y ait 1 heure obligatoire tous les jours. Moi, je suis ministre de l'Éducation. Demain matin, 1 heure d'obligation là, de bouger par jour. Il y en a qui vont pas m'aimer, là. Non, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'activité physique, c'est la meilleure pilule pour notre santé globale, mentale, physique, prévention des maladies chroniques à long terme. On se sent mieux lorsqu'on bouge aussi. On a un meilleur sommeil. Donc, il y a beaucoup de gens qui dorment pas bien. Mais c'est parce qu'on va se coucher, c'est le cerveau qui travaille beaucoup, on a un stress mental, un travail mental intense, mais le corps est pas fatigué, il faut que nos muscles soient activés. Donc, c'est important d'avoir cette soupape-là pour notre cerveau, d'être actif physiquement, surtout avec les types de travail qu'on a maintenant, beaucoup de stimulation intellectuelle, mais très peu de stimulation physique. Vous savez, ce que je trouve le plus dommage, Dr Chaput, c'est qu'il y a à peu près 22% des jeunes de 5 à 17 ans qui jouent, c'est ça, qui ont pratiqué plus de 2 heures par jour d'activité, de jeu. Je trouve que le jeu se perd. C'est dommage que le jeu se perde parce que si on joue pas enfant et jeune ou ado, c'est pas quand tu es adulte, là, tu vas te mettre à jouer. Là. On peut, là, si on garde notre cœur d'enfant, puis on peut continuer, mais disons qu'à l'âge adulte, c'est moins propice au jeu. Il y a d'autres choses qui nous occupent. Le travail, entre autres, prend beaucoup de place. Alors, l'enfance est faite pour ça. Comment ça se fait qu'on a perdu ce goût-là de jouer, puis le goût de faire en sorte que les jeunes jouent aussi? C'est important, le jeu. Oui, la perception de la sécurité des parents, ça a changé beaucoup. Je dirais que dans mon temps, j'allais dehors après l'école, je revenais, il faisait nuit, on grimpait dans les arbres, on jouait. Donc, le simple fait d'être à l'extérieur, il y a plus de mouvement, on bouge plus. Et la note pour le sport dans le bulletin, c'est un B. Donc, on est quand même pas très mauvais comme parents à aller porter nos enfants à une pratique de hockey, de soccer et autres. Mais le jeu actif extérieur, spontané, libre, sans règles, donc qui n'est pas un sport, grimper dans les arbres, jouer avec nos amis, ça s'est perdu beaucoup par l'attrait des écrans. On regarde des données d'il y a 10 ans environ, on passe beaucoup plus d'heures à l'intérieur et moins d'heures à l'extérieur. Donc, de façon spontanée, on bouge moins. Et puis, l'aspect sécurité, comme parents, on aime mieux que nos enfants soient près de nous à la maison parce qu'on a le contrôle. Mais donc, ça prend on ne veut pas qu'ils se blessent et tout ça. Mais bon, oui, exact. Il faut vivre un peu dangereusement, là, tout en étant le plus sécuritaire possible. Mais vous parlez des écrans, puis j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez ministre de l'Éducation, pour gérer les écrans? Ça, c'est la grosse question. Je pense que c'est un gros fléau. Il y a des bons côtés de nos écrans. Ça nous a facilité la vie à plusieurs égards, mais là, c'est l'excès. Donc, pour les jeunes, la directive, c'est pas plus de 2 heures de temps d'écran par jour récréatif, donc à l'extérieur du temps de classe. Il y a beaucoup d'ados, on parle de 6 heures, même 8 heures de temps d'écran par jour avec beaucoup de réseaux sociaux. Et on voit des effets très marqués sur les dépressions, sur le même suicide. Donc, on voit qu'au Québec, depuis janvier, les téléphones cellulaires sont pas permis dans les salles de classe. Je pense que c'est une bonne approche. Je pense que si on éduque, c'est pas assez. Ça prend des politiques de santé publique plus robustes parce qu'on se rend compte que juste de dire qu'il faut diminuer, ça marche pas bien. Donc, je pense que je suis un peu d'accord avec le ministre Paul Saint-Pierre Plamondon d'enlever les téléphones cellulaires. Peut-être pas bannir complètement dans toutes les écoles, mais au moins pour le temps de classe parce qu'on se rend compte que de diminuer même un peu le temps d'écran, c'est très difficile, surtout chez les ados. On est très accro à nos écrans, mais là, on tombe dans l'excès qui est une problématique. Puis, lorsqu'on est 6-8 heures sur nos écrans par jour, ça laisse pas beaucoup de temps pour jouer dehors et faire d'autres activités qui sont bonnes pour notre santé physique et santé mentale. À Participation, vous dites que ça prend un projet de loi pour promouvoir des comportements sains liés à l'utilisation des écrans. Oui, ce serait bon. Je pense que les politiques de santé publique ont plus d'effet pour changer les comportements humains parce que sur la bonne foi, les gens, on se rend compte que ça marche pas bien. On a vu avec la cigarette, par exemple, que ça a diminué beaucoup dans les dernières années, mais ça a pris des campagnes agressives, ça a pris une montée de prix et autres.
Et ensemble, ça a fonctionné. Mais juste dire aux gens qu'ils doivent bouger davantage, pointer du doigt les parents qui font pas leur job, je pense que ça fonctionne pas bien. Et aussi, on a vendu l'activité physique comme où est-ce qu'on doit aller au gym absolument, on doit suivre pour être en bonne santé, qui est complètement faux. Ou on doit être très bon, ou c'est devenu quelque chose d'élitiste aussi. Puis je trouve que l'école contribue beaucoup à ça, malheureusement. On n'a pas réussi, je trouve, on l'a pas tant démocratisé, le sport. On va prendre les meilleurs, on va les mettre dans les équipes parce que chaque école veut être la meilleure équipe, veut avoir la meilleure équipe, mais dans le fond, tous les jeunes devraient avoir cette possibilité de pouvoir pratiquer des sports. Bon, pas bon, c'est pas grave. L'important, c'est de pratiquer un sport parce que c'est documenté, et puis vous allez être d'accord, quand on a un sport jeune, on le garde beaucoup plus longtemps, puis peut-être même qu'on peut le garder à l'âge adulte. Ouais, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est basé sur la performance encore beaucoup trop. C'est dommage. Un peu moins que dans mon temps, parce il y avait 2 équipes, puis le premier capitaine, on choisissait les meilleurs, mais si on est pigé le dernier, c'est pas bon pour notre estime de soi, puis ça ne nous tente plus de faire du sport ou de bouger. Donc, c'est pas une bonne stratégie. Donc, oui, il faut qu'on inclue les gens, trouver des activités stimulantes que les gens aiment, puis varier aussi. C'est pas toujours du basketball, du hockey et autres. Il y a plein d'autres activités agréables. Et vous parlez de marche, mais ça peut être juste jardiner, danser, faire du yoga. Il y a des millions d'activités. Faut choisir qu'est-ce qu'on aime. Il faut que ça devienne spontané, comme ça, brosser les dents le matin et le soir. On y pense plus, c'est spontané. Ça fait partie de notre routine de vie. Voilà. Ouais. Pour le reste de notre vie. Donc, et là, on parle d'écran. Récemment, je faisais une entrevue justement avec un spécialiste sur cette espèce de fléau d'obésité aussi, de surpoids. Donc, on est des sociétés malades de plus en plus aussi, des maladies qui sont reliées justement à un certain surpoids, sans faire de la grossophobie, bien sûr, puis chacun peut avoir le corps qu'il veut, mais il y a quand même la santé qui doit prévaloir. Ça doit être notre première priorité. Est-ce qu'on est en santé ou pas? Et souvent, c'est les bonnes habitudes de vie qui vont décider de ça. Oui, avec surpoids ou non. Parce que vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont pas avec obésité ou en surpoids, mais qui ont des mauvaises habitudes de vie et sont en mauvaise santé. Donc, c'est pas seulement le poids sur la balance, mais il faut viser la meilleure santé. Pour ça, avoir des bons comportements, bien manger, de bouger, réduire le temps d'écran, gérer notre stress dans notre vie, avoir un bon sommeil, hygiène dans notre sommeil et autres. Et plus qu'on a de bons comportements sains sur 24 heures et qu'on peut garder à long terme, idéalement pour le reste de nos jours, personne n'est parfait, je suis pas parfait non plus, mais plus qu'on a un cocktail de comportement qui est plus sain possible et qu'on peut tolérer sur 24 heures, selon notre réalité, selon notre famille, je pense que c'est un gage de succès, de meilleure santé mentale et santé physique et prévention de certains cancers et autres dans le futur. Merci beaucoup, Dr Jean-Philippe Chaput. Merci d'avoir pris le temps. Je rappelle que vous êtes professeur au département de pédiatrie de l'Université d'Ottawa, porte-parole de l'organisme Participation. Je vous encourage d'ailleurs, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, à aller voir sur le site de Participation. C'est un site qui est bien fait. Il y a plein de suggestions, il y a plein de trucs, il y a plein d'outils, plein d'infos. Donc, on peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Merci, Dr Chaput. Merci beaucoup. Au revoir. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Isabelle Maréchal. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Donc, de quoi tu me parles? Veux-tu me parler de l'Office de consultation de Montréal? Cette espèce de bébite, ouais. L'Office de consultation publique de Montréal, n'est-ce pas, qui, avec de l'argent public, a toujours, d'ailleurs, c'est pas mort, a toujours comme mission de consulter les Montréalais sur différents enjeux d'actualité. Moi, j'ai jamais été consulté. T'as-tu été consulté? T'es-tu Montréalais, d'abord? As-tu le droit de bitcher contre l'organisme? Moi, oui. Moi, je suis montréalaise. Moi, je paye pour ça, peux-tu croire? Je ne suis plus montréalais, hélas, mais quand même, j'ai été impliqué avec le CPM à plusieurs reprises. C'est vrai? Parce que j'ai eu la chance d'écrire des mémoires là, et d'autres
textes là, pour certains de mes clients. Ceci dit, bon, il y a eu toute une histoire là, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais des dépenses là, complètement débiles là, qui ont été menées par les dirigeants de l'organisation. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils auraient commencé un projet de site web pour lequel ils auraient dépensé 72 000 $, site web qui n'a jamais été terminé. Là, donc, c'est comme on a lancé l'équivalent de 100 000 $ dans les airs. Et ce qui est vraiment rigolo quand même, c'est qu'on a appris là, par la loi sur l'accès à l'information que des textos ont été échangés entre les deux anciens dirigeants, maintenant démis, qui essayaient finalement de cacher cette dépense-là aux journalistes de Québécois là, qui enquêtaient sur l'affaire. Et donc, essentiellement, là, ça les met vraiment dans l'eau chaude face à tout ce qui a été énoncé jusqu'ici dans cette affaire. Mais ça confirme des façons de faire, ça confirme une espèce de... C'est vraiment gênant pour ces deux-là. On apprend là, qu'ils ont finalement mis le projet sur la glace en espérant que la tempête TVA se termine pour qu'ils puissent continuer un peu leur magouille là, de l'autre côté. Évidemment, ils n'ont pas eu la chance de rester assez longtemps en poste pour que ça se fasse comme ça. Mais ça témoigne vraiment d'une culture là, très, très, très problématique au sein de cet organisme-là. Le nouveau dirigeant qui a été mis en place temporairement a dit que le projet n'allait pas être relancé, qu'ils allaient prendre la perte. Et donc, c'est fin de l'histoire là, en ce qui concerne ce nouveau site web. Et je ne sais pas si tu as vu le site web de l'OCPM, mais il fonctionne. Donc, c'est à se demander pourquoi on faisait... Mais ils voulaient changer de logo. C'est un organisme. As-tu besoin de changer ton logo? Non, tu sais, puis quand tu dis on va prendre la perte. Quand c'est pas ton argent. Ben voyons donc, c'est quand j'entends ça, ils vont prendre la perte. Ils prennent aucune perte. C'est nous qui prenons la perte comme citoyens. Moi, ça m'écoeure, tu sais. Franchement. Et il faut rappeler que dans la dernière année financière, Isabelle, ils ont un budget de fonctionnement là, de mémoire un petit peu en bas de 3 millions de $ par année. Mais dans la dernière année financière où ils ont fait une déclaration, ils avaient fait une perte. Et donc, encore une fois, c'était à la Ville de Montréal de pallier à cette perte-là. Ben oui, forcément. Ouais. Donc, c'est vraiment toute une histoire. Je rappelle quand même que Dominique Olivier poursuit Québécois là, pour avoir nui à sa carrière et autres allégations. C'est sûr que des révélations comme celles qu'on apprend aujourd'hui, là, les textos qui essaient de dissimuler de l'information aux journalistes, là, ça ne va pas aider la cause de qui que ce soit dans cette affaire. Dominique Olivier, il faut quand même le rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs, ça a été l'ex-directrice générale de l'organisme, l'Office de consultation publique de Montréal, et elle était devenue le bras droit de Valérie Plante, la mairesse. Elle était quand même deuxième plus importante fonctionnaire de la ville. La ville de Montréal, exactement. C'est quand même, et c'est une femme qui, effectivement, à l'époque, avait une réputation intouchable. C'était une femme qui était très respectée. Là. Voilà, nul n'est à l'abri de la loi, apparemment, Isabelle. Non, ce qui est, selon moi, une très bonne chose. Ben, tout à fait. Premier trimestre difficile pour TVA. Ben oui, c'est certain là, qu'on savait que ça allait pas très bien quand les licenciements étaient annoncés l'année dernière. Là, on a vraiment les chiffres pour le premier trimestre. Ouais. C'est certain que le plan de transformation de Groupe TVA est encore en cours. On parle de perte d'à peu près d'une baisse des revenus d'à peu près 6 millions de $. Là, donc, on se situe autour de 130 millions de $. Et tout ça résulte en une perte nette là, de 17 millions. C'est sûr que c'est une période de transition. Là, fait que ça n'allait pas en claquant des doigts là, changer du tout au tout, mais c'est quand même inquiétant pour la suite. On espère que le plan va éventuellement permettre de renouer avec la croissance, puis au moins une stabilité en termes de revenus et en termes de profitabilité. Sinon, ça pourrait être inquiétant pour la suite. La bonne nouvelle, c'est que dans le cœur des Québécois, en tout cas, Groupe TVA reste là, parmi les émissions les plus regardées. 7 des 10 émissions les plus regardées au Québec appartiennent au groupe. Les publications fonctionnent bien et Cube, apparemment, va bien aussi. Donc, je nous lève. Mais tu sais, c'est très symptomatique de tout ce qui se passe dans notre industrie médiatique. Là, faut pas mettre ça de côté. Là, c'est sûr. Tout ce qu'on sait sur les attaques qui viennent des plateformes, cette nouvelle façon. Là aussi, il y a transition. Tu sais, on doit passer. C'est un nouveau modèle d'affaires qui doit être trouvé, qui doit être développé. Tu sais, moi, je le vis au quotidien. Là. Je produis de la télévision, je produis du contenu numérique aussi. Donc, mon entreprise est forcément en transition obligée aussi parce que les télévisions traditionnelles, il n'y a pas que TVA là, dans ce bateau-là. Là. Prends-les toutes. Là. Il y a des grands... Il y a d'autres... C'est toute une écologie. Oh mon Dieu, complètement. Un écosystème de petits mais ça fait travailler beaucoup de monde au Québec. Ça fait travailler beaucoup de monde aussi. C'est une force vive. Alors, j'espère vraiment que cette transition-là va se faire pour le mieux parce qu'il y a beaucoup d'emplois en jeu. Là.
Et plus largement, au point de vue culturel, Francis, on le dit, $1 en culture, c'est $8 qui est remis dans l'économie. Donc, on oublie souvent ça, mais c'est une force vive économique. Là. Donc, tout le monde a avantage à ce que ça reste bien vivant. Tu prêches à un convaincu, ouais. Isabelle. Non, mais je le dis pour ceux qui en doutent. Tu comprends bien? Oui. Faut répéter, mon cher ami. Tu voulais me parler de quoi d'autre aussi? Air Canada. Oui, Air Canada. Oui, j'ai vu ça. Julien McEvoy. Je me suis dit. C'est quand même terrible. Ouais. Puis, je sais pas, pour moi, c'est un dossier que je suis depuis quand même longtemps, là, Air Canada, le service à la clientèle. Évidemment, il y a des lois qui encadrent là, les remises là, aux passagers. On parle ici là, de la situation très particulière de no-show, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas prendre un avion alors qu'ils avaient réservé un siège. Évidemment, en principe, là, à moins d'avoir certaines conditions sur leur billet, ils perdent le prix du billet. Mais dans le prix qu'on paye pour voyager, Isabelle, il y a toute une catégorie là, qui est les taxes. Là. Il y a à peu près 11 taxes différentes qui sont ajoutées au prix du billet. Et ça, évidemment, si tu ne prends pas l'avion, en principe, là, puis légalement, tu n'as pas à payer ces taxes-là. Et donc, Air Canada devrait, en principe, rembourser, sans poser de questions, là, les taxes qui reviennent de droit aux passagers. Ce que Julien McEvoy, puis ce que plusieurs montrent, là, c'est qu'en fait, il est impossible de même trouver le formulaire sur le site web d'Air Canada, alors que tous les autres transporteurs canadiens ont une section là, bien identifiée pour ce faire. Et donc, ultimement, le transporteur garde l'argent dans ses poches. Là, puis, évidemment, c'est enrichi. On parle de maintenant, plusieurs centaines de millions de dollars. Mais ça va vite, tout à fait. Écoute, moi, j'ai un litige avec eux, là, je le dis en toute transparence. Au-delà du fait que, quoique dernièrement, je l'ai pris, là, j'ai pris l'avion d'Air Canada, puis pour aller aux États-Unis, j'étais agréablement surprise. Je suis tombée sur des équipages francophones. Et autant on peut se plaindre là, du fait que souvent c'est hi-hi, là. Ils ne disent même pas bonjour. Là, sincèrement, c'est un équipage québécois, francophone. Écoute, c'est un bonheur de voyager dans ces conditions-là. Mais le litige que j'ai, écoute, l'avion était en retard de 3h30. 3h30. Et normalement, après 3 heures, tu peux avoir une compensation parce que... Et sur le même vol, j'avais une amie qui, elle, l'a eu. Et moi, je ne l'ai pas eu. Et on m'a juste dit, vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas votre... Et puis, t'as beau essayer d'envoyer des courriels, ils te répondent pas, ils s'en foutent, là. Complètement. C'est comme maintenant, là, c'est tellement hermétique. Tu sais, tu parles jamais à quelqu'un. Je ne sais pas si tu avais vu ça, mais ils ont même développé une intelligence artificielle qui essaie de bargainer avec les gens pour essayer de leur offrir un montant inférieur à ce qu'ils ont droit, mais en échange, ils obtiennent le montant tout de suite. Et donc, c'est une espèce de manigance là, totalement, à mon avis, illégitime. Et mettons que le transporteur te doit $500. Ils ont carrément investi là, chez Air Canada pour te dire, je vais te faire 200, tu vas l'avoir tout de suite, ou tu peux attendre, puis peut-être que dans 18 mois, 2 ans, 3 ans, tu auras ton $500. Et donc, ça permet aux transporteurs de bargainer, évidemment, avec ses propres clients, ses propres usagers pour défrayer moins que ce à quoi ils ont effectivement droit, ce qui, à mon avis, n'a pas aucun sens. Donc, je serais bien intrigué de voir là, pourquoi le ministre des Transports puis le ministère de la Justice, là, ils sont pas plus agressifs là, sur ces pratiques-là, qui me semblent totalement illégales, Isabelle. Tout à fait. Mais c'est beaucoup d'argent à la clé, là, finalement. Mais tu sais, on parle d'Air Canada, mais on pourrait nommer d'autres compagnies aériennes. Puis j'ai l'impression que... C'était le dossier de Julien McEvoy. Je vais m'en tenir à ça pour aujourd'hui, Isabelle. On fera on ciblera d'autres entreprises une autre fois. Ouais. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Je t'en prie. À demain. Tous les épisodes sont disponibles en podcast sur l'application et le site. L'actualité décortiquée. Commentée. Savoir et comprendre. Cube. Vous avez peut-être vu cette nouvelle en Outaouais. Il y a eu explosion des chirurgies qui ont été pratiquées non pas dans le réseau public, mais dans le réseau privé, des cliniques spécialisées qui ont opéré des milliers de patients. Bonne nouvelle en soi, mais quand même, on est passé en 2 ans de 46 opérations qui ont été faites au privé à 6601
En 2 ans, en Outaouais, imaginez. D'abord, c'est pas mal de monde qui ont réussi quand même à être opéré. Et sans doute que mon invité va me dire que d'un point de vue de patience, c'est une bonne nouvelle. Je vous le présente, Paul G. Brunet, qui est du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup d'être là, Paul. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, quand même, importante privatisation ici. Oui. Quelle est votre réaction, Paul? Il faut se rappeler que les cliniques médicales spécialisées sont autorisées à faire des interventions chirurgicales privées depuis 2006, pour la loi 33, sous M. Couillard. Mm-hmm. Alors, c'est pas d'hier qu'on permet aux privés, payés par l'État, de faire des opérations. Maintenant, rendu à ce stade-ci, avec le pourcentage auquel on est rendu, surpris, pas surpris, je pense que le CIS de l'Outaouais a eu beaucoup de problématiques de gestion, d'administration, beaucoup de gens ont quitté. En fait, c'est un CIS qui a beaucoup d'amour. Là, on a une nouvelle direction. Je pense que ça devrait s'améliorer. Ces chiffres-là datent quand même de quelques temps. Mais en attendant, 22-23, là. Il ne faut pas se surprendre qu'on ait dû recourir plus au privé là, parce que on avait déjà des problèmes. 46 par année, ça avait juste pas de bon sens, là. Non. Avant, là. Non. Ouais. Mais rappelons-nous, Isabelle, qu'il y a des milliers de personnes qui attendent pour être opérées. Il y a des milliers de personnes qui attendent pour voir un médecin ou un professionnel de la santé. C'est un record de gens qui attendent dans le réseau de la santé. Santé mentale, soins de longue durée, soins à domicile, chirurgie. Comme j'ai dit à un média anglophone, can it get worse? Ouais. Alors, il y a toutes sortes de circonstances. Ça peut pas être pire. Et je peux comprendre que les ministres savent faire puis font des déclarations. J'en conviens. Là, je suis pas sûr que ce soit de la faute de tout le monde, mais convenons que la nouvelle PDG a du pain sur la Top Gun, Geneviève Biron. Oui. On va en parler. Je veux juste dire que ces chiffres-là ont été obtenus par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, auprès du ministère de la Santé, donc du CIS, le fameux Centre intégré de santé et de services sociaux. Et selon la chercheuse à l'IRIS, Anne Plourde, qui a colligé ces données-là, elle disait que c'est quand même une privatisation rapide et massive. Et ce qui a fait dire aussi au président du conseil d'administration d'Action Santé Outaouais, c'est une bonne nouvelle, mais d'une certaine façon, on se tire un peu dans le pied. T'sais, on peut pas être contre le fait d'avoir un vrai régime public complet, fort. C'est à ça qu'on aspire depuis beaucoup d'années. Ouais. Mais là, sauf que là, il n'est pas fort. Ça s'en va tout au privé. Ben oui, mais alors, est-ce qu'il était pas fort à cause du privé ou s'il était déjà pas fort? Pourquoi il y a tant de monde qui a quitté? Pourquoi il y a tant de monde qui n'est pas intéressé à revenir? On a apparemment des chiffres. Ouais. Ben, je le sais pas. Ce que je sais, c'est quand t'aimes ton boss, t'aimes ton employeur, quelque niveau qu'il soit, ça te tente pas de t'en aller. Tu sais, quand je donne souvent cet exemple-là, mais pour moi, il est noble. M. Pellado, le père, était tough avec ses employés. Mais quand il est mort, tout le monde est venu lui rendre hommage. Le monde l'aimait. Tu sais, Scotty Bowman était dur avec ses joueurs, mais le monde l'aimait pareil. Alors, j'espère peut-être que cette nouvelle PDG-là a ces valeurs-là, mais c'est pas facile, mais je sais qu'il y a des gars et des filles qui ont ces valeurs-là et qui attirent le monde pour venir travailler pour lui ou pour elle. C'est ça qu'on cherche dans le fond. Parce que quand on parle d'un système public fort, c'est sûr que là, il y a des lacunes importantes, il manque de bras. On l'a vu les dernières négociations. D'ailleurs, avec la FIC, c'est pas forcément réglé non plus, mais on voit qu'au niveau des conditions de travail, ça achoppe encore sur des points d'organisation. Et là, les gens quittent. Alors, ça va pas s'emmieuter, effectivement. En même temps, est-ce que le privé risque de devenir la seule et unique solution? Ben, parce qu'on paye pour le public et le privé, clair. Ces opérations-là, 6 600, là. Puis on les paye plus cher. Ça a dû coûter un petit bras, là. Ouais. Mais en même temps, Isabelle, on entend des médecins, des spécialistes qui disent, moi, je suis prêt à opérer. On a des millions qui sont disponibles pour faire payer du monde en temps supplémentaire pour ouvrir les salles d'op. Mais j'ai 2 jours par mois ou 3 jours par mois. Où les gens veulent pas y aller. Fait que là, tu sais, si rendu... Ou à 4h moins quart, on rappe. C'est fini. Ça. Parce qu'on veut pas faire de temps supplémentaire. Bon. C'est un choix. Mais si vous me demandez de choisir entre le respect du choix du personnel soignant et celui du droit des patients à être soignés, vous savez déjà ce que je vais privilégier. Les gens ont le droit d'être soignés. Et je soumets respectueusement, parce que le personnel est aussi important, surtout dans le réseau de la santé, mais je pense que en termes de hiérarchisation, le droit à la vie, le droit aux soins devrait l'emporter sur le droit de choisir si je dois faire de l'overtime ou pas. Avec tout le respect. Moi, j'ai travaillé avec du public toute ma vie dans le monde municipal. J'ai toujours bien servi. D'ailleurs, c'est pas les syndicats qui ont été mes plus grands obstacles. Mais il faut que tu montres au monde que tu les aimes, puis que tu travailles avec eux autres, puis que tu cherches des solutions. Rappelons-nous, quand on demandait à des infirmières dans le centre du Québec,
Les filles, vous voulez régler le temps supplémentaire obligatoire? Dites-nous comment faire. Exact. Là, ça trouve des solutions. Ben, complètement. Ben voilà. Ouais. Alors, quand on implique nos gens, nos partenaires, souvent, il y a des solutions. Et ce ne sont pas tous les PDG qui ont cette valeur-là, cette humilité-là. Tu sais, je veux pas savoir qui a raison, je veux savoir c'est quoi la meilleure solution, d'où qu'elle puisse venir. Vous parliez, Paul, de Geneviève Biron, la nouvelle directrice de ce fameux gros bateau qui est devenu Santé Québec. Là, donc, c'est Top Gun qui va être chèrement payé pour faire un job pas facile quand même, qui est secondé par l'ancien directeur du CHUM, qui fait pas l'unanimité en termes de candidature. Comment vous les voyez, ces deux-là, arriver? Puis, parmi les valeurs qu'on cherche, c'est du monde pour qui tu as le goût de travailler. Bon, ça a l'air que c'est pas nécessairement le cas pour ce monsieur-là, que je ne connais pas, qui sans doute est très compétent, mais une des compétences qu'on doit avoir, c'est d'être capable de garder le monde puis de les attirer. Est-ce que cette dame-là a cette valeur-là, a ces capacités-là? Je ne sais pas. On verra à l'usage, mais il semble qu'elle ait des compétences, mais il faudra voir parce que ça joue dur. Tu sais, il y a un ancien ministre de la Santé qui m'a déjà dit, Paul, faut pas que je prenne trop pour les patients parce que je vais me faire assassiner virtuellement ou figuré, là. Je suis mort. Le réseau est fort, hein. Ce sont des groupes extrêmement importants. Faut pas que je prenne trop pour les patients. Oui, on m'a dit ça. Mais donc, c'est épouvantable. Un ministre qui m'a dit ça a dit, moi, un ministre pour les patients, oublie ça. Je suis mort dans 6 mois. Au figuré, évidemment. Alors, mais c'est un ministre pour les syndicats, d'abord? C'est quoi? C'est un ministre qui doit sauver la chèvre et le chou, mais je n'ai pas connu encore. Quoique je trouve que M. Dubé, malgré le peu de résultats que son équipe, que la machine a réalisé, parce que lui, il voulait, j'ai parlé encore récemment à M. Carman, ils veulent qu'il y ait des résultats, mais la machine ne suit pas. C'est comme si, bon, il peut manquer de monde, mais c'est pas d'hier qu'il manque du monde, là. Non. On a pris un recours collectif pour maltraitance en 2018, avant la pandémie. On attend une date de procès sous peu. Alors, il y a des problématiques et j'espère que cette dame-là va attirer le monde puis va donner le goût aux gens d'abord de rester et aux autres de venir. C'est comme ça qu'on va avoir un régime public fort, entre autres, et qu'on va tranquillement sortir le privé de là si on remplit bien notre mission et si le régime public devient aussi fort qu'on le souhaite. Mais quelqu'un du privé peut-il contribuer à moins mettre de privé dans le public? La question est posée, mais j'ai dit à d'autres médias, écoutez, là, on s'est cru très bon d'avoir du public pour le public, puis les sous-ministres, puis tout le monde venait du public. Puis ça donne pas grand-chose, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? De mieux? De plus? Oui, il y a des choses qui ont été faites. Le ministre dit on a mis du monde, on a pris en charge beaucoup plus de monde qu'autrefois. Moi, je veux voir les chiffres des patients ambulatoires parce que la prise en charge, c'est pas un indicateur de l'amélioration de l'accès si les chiffres des patients ambulatoires à l'urgence n'ont pas baissé. Si c'est vrai qu'on a pris plein de monde en charge, ça me rappelle, le docteur Godin disait ça, on a pris 1 million de personnes. Oh, mais c'est drôle, les urgences sont encore pleines. Complètement. Alors, la prise en charge, ça veut dire voir tes patients puis leur éviter de se présenter à l'urgence. Est-ce que ces chiffres-là ont baissé? Je ne sais pas, j'y ai pas accès depuis 2018. Les chiffres qui nous disent combien de temps on attend à l'urgence? Non, les chiffres sur les patients ambulatoires. Sur les chirurgies d'un jour, par exemple? Ou Non, ceux qui attendent à l'urgence, plus ou moins, il y a 1 million de personnes qui attendent, bon an, mal an. Ouais. Mais si ces gens-là ont vraiment accès à un professionnel de la santé avec les prises en charge, ce chiffre-là devrait baisser. Ouais. Chercher l'erreur. Moi, je voudrais avoir les chiffres. Je veux être confondu, comme dirait le capitaine Bonhomme. Oui, mais dernièrement, on nous disait la moitié des gens qui sont à l'urgence n'ont pas d'affaires là. Ben oui, ben c'est ça. C'est pas faux, ça. Ben probablement que c'est pas faux. Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est 25 30 Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont à l'urgence parce qu'ils n'ont pas d'autres issues. Là. Voilà. Alors, il faut que le gap aille mieux. Moi, j'aimerais beaucoup que Geneviève Biron s'attaque à ça. Il faudra. Mais là, quand tu fais ça, ça veut dire, OK, mais attends, s'ils vont pas à l'urgence, ils vont où? Là, tu regardes les ressources que tu as. OK, clinique privée, clinique publique, CLSC. C'est ça, il faut organiser l'autre bout. Là. Oui. Alors, il faut que le GAP soit amélioré. Il faut que le 811 soit amélioré. Le guichet d'accès. Le guichet d'accès. Et il faut que là où on envoie les gens, que ce ne soit pas une proposition d'aller vers le privé. Ouais. Parce que souvent, dans les rendez-vous disponibles, on nous propose d'aller au privé. C'est pas ça, un vrai système public fort. Alors, travaillons à ça, puis je suis convaincu que Mme Biron va y travailler. Mais nous, les patients, on veut être traités le plus vite possible.
Et à court terme, c'est ce qu'on va souhaiter. Merci beaucoup, Paul Brunet. Merci bien. Conseil pour la protection des malades. Débat, opinion et analyse. Cube. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alors, nous allons rejoindre notre ami Jean-François Barry. Bonjour, Jean-François. Il devrait être là dans pas longtemps. Je ne sais pas s'il va me parler des Bruins. Les Bruins, on s'en est parlé lors de notre dernier segment. Les Bruins, finalement, qui donnent le ton à cette série parce qu'ils signent un gain de 5-1 en Floride contre les Panthers lors d'un premier match. On va certainement parler de hockey. 2 jours après leur victoire lors du match numéro 7 face aux Maple Leafs de Toronto, ben, c'est les Bruins de Boston qui sont allés surprendre les Panthers de la Floride. C'est quand même assez... Ça m'a comme donné envie de me remettre un peu dans le hockey. Moi, je sais pas vous, mais j'ai comme un peu, des fois, décroché parce que mon équipe, c'est le Canadien de Montréal. J'ai comme de la misère à suivre une équipe qui a de la misère aussi. Fait que voilà, écoutez, on va parler de ça. Il y a pas mal de choses aussi dans les nouvelles sportives. Vous avez vu notre joueur de tennis, Félix Auger-Aliassime, qui a décidé qu'il allait se reprendre, puis qu'il y avait tout un programme. Bref, c'est intéressant de le voir aller. Est-ce qu'on a le GF avec nous? Bon, bonjour, Monsieur Barry. Salut Isabelle, comment ça va? Ben écoute, j'ai fait un petit bout ces Browns parce que je me suis dit probablement que tu vas m'en parler. Ben les Browns, hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire hier, honnêtement. Ben oui. Mais je te l'avais quand même dit, souviens-toi, je t'avais dit le premier match peut peut-être aller à Boston parce que Boston vient de jouer alors que les Panthers, ça fait une semaine qu'ils sont en vacances et retrouver le rythme des séries, c'est pas facile et c'est ce qui est arrivé hier. Mais je m'attendais pas à une victoire aussi convaincante. Swayman est vraiment pas mal, solide. 5-1. Solide devant le filet, mais je pense quand même que à long terme, la semaine de congé que les Panthers ont eue vont leur sourire là, d'ici la fin de la série, parce que ça va pas se finir en 4, là, cette histoire-là. Tu voulais me parler du départ d'Olivier Renard du CF Montréal? Tantôt, je t'entendais dire que tu avais de la misère à accrocher au hockey parce que ton équipe, c'est le Canadien. Puis comme le Canadien n'est plus là, ben, tu as de la difficulté. Tu vois, moi, j'ai de la difficulté à m'attacher au CF Montréal parce qu'il y a trop de roulement. Ouais. J'ai l'impression que cette organisation-là s'en va à gauche, tantôt à droite. Tu sais, si on regarde ça depuis 5 ans, là, le changement de nom, le changement de logo, ça fait 3 ou 4 entraîneurs qui passent, plusieurs directeurs techniques. Il y a eu toutes sortes d'histoires. Changement d'alignement aussi pour l'organisation qui a décidé de devenir une espèce de pépinière. Fait que maintenant, on forme des jeunes, c'est correct, on donne la chance aux jeunes. Puis quand ils sont bons, on les échange contre des millions de dollars. Ça se fait là en Europe, là, dans le soccer, mais c'est l'alignement que l'organisation a décidé de prendre. Et Olivier Renard a fait un job incroyable il y a 2 ans pour amener cette équipe-là 3e dans la Ligue. Là. C'était incroyable. Et là, cette année-là, il y a eu le conflit avec Wilfred Nancy, qui a quitté pour Columbus et qui vient de signer, qui est comme un entraîneur tout étoile. Fait qu'on l'a laissé partir à cause de quoi? Un conflit avec Joey Saputo. Et là, ce qui sort aujourd'hui, c'est qu'Olivier Renard, ce serait encore une fois un conflit avec Joey Saputo qui a l'air à amener peut-être trop large dans l'équipe. Tu sais, t'es le propriétaire, t'es pas celui qui prend les décisions sportives, qui achète les joueurs, qui dit lui a plus de talent que lui vaut plus que lui, etc. Et là, ce serait une espèce de... j'imagine plusieurs conflits, mais celui qui aurait fait déborder le vase, ce serait Mathieu Choinière, un joueur local qu'on aime beaucoup, qui venait renégocier son contrat. Et apparemment que M. Renard était prêt à lui donner, alors que M. Saputo ne lui était pas prêt à donner ce contrat-là. Bref, je trouve ça dommage parce que... Pour une question d'argent ou pour on sait pas? Moi, je pense que c'est une question de... Ou de personnalité. Personnalité, mais on appelle ça du micromanagement. Tu sais, dans la vie, à un moment donné, Olivier Renard, là, il est compétent. Il l'a prouvé. Lui, il fait d'ailleurs super bien avec ce qu'on lui donne. Le CF Montréal, c'est la plus petite masse salariale de la Ligue. Fait qu'il remplit les mandats, il coche toutes les cases, et là, M. Saputo n'a pas l'air encore content, puis il se mêle de la gestion. Puis à un moment donné, un gars comme Olivier Renard fait, regarde, moi, si je peux pas prendre des décisions, si je peux pas signer les joueurs que je veux, ben, je vais m'en aller. Là, on suppose, mais c'est ce qui a l'air de sortir là, des journalistes qui suivent l'équipe. Bref, c'est juste plate parce que d'année en année, on se dit, ah là, ça va y être, ah là, on va s'attacher aux joueurs, ah là, on a du monde en place, et finalement, c'est toujours le même cycle qui recommence, puis ça devient difficile de s'attacher à notre équipe, je trouve. Non, c'est tout à fait vrai, ça.
Ensuite, tu voulais me parler ensuite, le CF qui jouait aujourd'hui. Qui jouait pour le championnat canadien. On jouait contre une équipe qui est dans une ligue inférieure à la nôtre. Mais là, il y a de quoi qui se passe à l'interne. Là, visiblement, l'équipe ne va pas bien dans la saison de la MLS. Et aujourd'hui, on aurait dû battre le Forge FC facilement. Et finalement, on s'est contenté d'un verdict nul de 1-1. C'est un match aller-retour. Donc, le prochain match va avoir lieu ici le 22 mai du côté de Montréal. Donc, on pourra se reprendre. Mais mettons qu'on dirait que la grogne dans les bureaux amène la grogne dans le vestiaire. Il y a quelque chose de pas sain. Puis c'est plate parce que c'est la semaine Lionel Messi. On devrait être en train de parler de ça, à quel point c'est positif. La vente de billets de saison, un record pour le CF Montréal. Et là, on est en train de parler de bisbille interne. Fait que je trouve ça dommage là, pour l'équipe montréalaise qui se passe présentement. Parlons justement de hockey. Oui. C'est une loterie là, pour le prochain repêchage. Et le Canadien de Montréal a quoi? 8% des chances à peu près là, de... 8,5. 8,5, c'est précis ça. Le point 5 fait la différence, mon cher Jeff. Tu y crois-tu plus avec le point 5? Mais moi, j'ai l'impression... On s'entend que tu n'as pas le premier choix? Mais ça s'est déjà vu. Déjà vu. Ouais. Mais... Je suis pas sûr qu'on va avoir le premier choix, mais j'ai l'impression que le Canadien va s'avantager ce soir. Ah oui, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Pardon? Explique-nous ça. Ben, je veux dire, même si on n'a pas 1 ou 2, là, on a fini 7e ou 8e, si on repêche 3 ou 4, on se descend quand même. Puis ça fait longtemps que c'est pas arrivé aux Canadiens. Généralement, on est perdant dans la loterie. On a maintenant le 5e choix, mais on va repêcher 7. Ça nous arrive jamais de s'en aller vers le bas, puis ça arrive à d'autres équipes. Je me dis, à un moment donné, ça va nous arriver. Puis je pense que c'est aujourd'hui. Je pense qu'on va être agréablement surpris de cette loterie-là. Fait que si le Canadien pouvait se retrouver dans le top 5, 3, 4, ça serait vraiment formidable. Parce qu'évidemment, plus tu avances dans le repêchage, moins les joueurs sont, je veux pas dire de qualité, mais assurés, disons ça comme ça, de connaître une grande carrière dans la Ligue nationale de hockey. J'ai l'impression qu'on va avoir une agréable surprise ce soir pour le Canadien de Montréal. On va suivre ça, on va s'en reparler demain. Certainement. 2 affrontements des séries de la Coupe Stanley, les Rangers contre les Hurricanes et l'Avalanche contre les Stars. On sait que Rangers Hurricanes, c'est déjà 1-0 pour les Rangers qui ont remporté le premier match. Le deuxième match est encore une fois du côté de New York. Ça a fini 4-3 le premier. Ça va être aussi serré ce soir. Je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Même si les Hurricanes perdent, ça ne veut pas dire que la série est perdue. Tant que tu n'as pas perdu un match à la maison dans la série, t'es encore... C'est un peu comme les bris de service au tennis. Je pense que tu es une fan de tennis, hein? Oui, plutôt. J'aime ça. Bon, tu sais, au tennis, tant que tu n'as pas perdu ton service... Non, c'est ça. Bon, c'est la même chose pour les matchs à domicile en série. Tant que tu n'as pas perdu à la maison, il n'y a pas de dommage. Et l'autre série qu'on va suivre, c'est évidemment les Stars de Dallas, une des équipes favorites dans l'Ouest pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Contre l'Avalanche, on a toujours un petit sentiment d'appartenance. Les anciens Nordiques qui ont une belle équipe avec des joueurs flamboyants. Malheureusement, c'est un peu plus tard, mais je vais quand même regarder les deux et vous en reparler demain matin. Mon Dieu, mais t'arrêteras pas une minute, là. J'arrête jamais. Mais là, ma foi. La loterie. C'est fou! Ouais. Mais je pense que j'ai une femme quelque part dans la maison, mais je la vois pas. Oui, mais là, t'es-tu toujours devant ta TV ou à suivre? C'est fascinant. T'es un mordu. Es-tu aussi fan des filles qui jouent au hockey? Il faut quand même l'avouer, c'est fabuleux ce qui se passe avec les joueuses de hockey. Là. Oui. D'abord, c'est fabuleux, c'est un phénomène. GF. C'est vraiment un phénomène. Je pense qu'on est en train de réussir. Le sport féminin en particulier, là, j'oublie le nom de la joueuse de basketball qui a énormément de couverture. Puis déjà, c'est une jeune là, qui va arriver dans le basket. Puis elle a déjà plein de commanditaires. Puis ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Bref, le sport féminin, soccer féminin va bien. Et là, le hockey féminin sont en train de réussir. Et je pense que les séries vont emmener peut-être l'engouement qui nous manque. Tu sais, il y a de l'engouement parce que là, c'est nouveau. Tout le monde voulait y aller. Mais si on veut que ça dure pendant des années, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Et les séries vont emmener ça. Là, on connaît maintenant l'adversaire de l'équipe montréalaise parce que, Isabelle, tu sais comment ça marche dans la LPHF? C'est que l'équipe qui termine en première position, dans ce cas-ci, Toronto, okay, il y a 4 équipes qui font les séries. D'habitude, c'est 1-4, 2-3. Mais il y avait le choix de choisir l'équipe 3 ou l'équipe 4. C'est un règlement de la LPHF. Donc, l'équipe qui finit 1 choisit qui elle veut affronter au premier tour éliminatoire. Donc, elles ont choisi. Ce sera Minnesota, donc Toronto-Minnesota, et on va avoir droit à une série Montréal-Boston. Montréal-Boston pour partir ça. Fait que je pense que ça va créer déjà des premières étincelles. Tout à fait, on va suivre ça. Hey, Jean-François, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube.
Une nouvelle qui nous vient d'un dossier qui a été montré par une journaliste de la presse où on apprend qu'à Montréal, il y a au moins 10 femmes par semaine qui sont étranglées par un conjoint, un ex-conjoint dans un contexte de violence conjugale. L'étranglement, c'était considéré jusqu'à il n'y a pas longtemps comme un simple voie de fait, mais un étranglement dans un contexte de violence conjugale, visiblement, ça arrive plus souvent qu'on pense. En 2023, il y a eu 553 dossiers liés à l'étranglement qui ont été autorisés par le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP. Et écoutez ça, là. Au SPVM, le service police de Montréal, on a enregistré 6520 événements liés à de la violence conjugale en 2023. L'année 2024 sera probablement pire que 23 en termes de décès également, de femmes qui ont été assassinées par leur conjoint, leur ex-conjoint. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté de venir nous parler. Je vous présente tout de suite mes invités. La commandante Anouk Saint-Onge, qui est chef de la section spécialisée en violence conjugale au service de police de Montréal. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Et également avec vous, maître Maya Ducasse-Atti, qui est avocate. Merci beaucoup d'être là. Merci. Est-ce qu'on vous entend bien? Oui. Rapprochez-vous un tout petit peu de votre micro. Voilà. Dites-moi, quand on voit ces chiffres-là, je commence par vous, commandante Saint-Onge, quand on voit ces chiffres-là, c'est perturbant, c'est accablant aussi, et on a envie de se dire, mais comment ça se fait qu'on en est rendu là? Effectivement, les chiffres sont quand même assez importants en matière de violence conjugale d'année en année. Ce qu'on pense, par contre, c'est que peut-être qu'il y a une augmentation. Cette année, on a eu une petite augmentation. Mais c'est peut-être parce que les personnes nous font confiance puis qu'il y a une augmentation. Je suis pas prête à dire que c'est parce qu'il y a plus d'événements, mais c'est peut-être la confiance envers les policiers qui fait en sorte qu'ils viennent dénoncer. C'est ce qu'on se dit. Mais c'est un travail de longue haleine entre plusieurs partenaires pour combattre la violence conjugale. La question de l'étranglement, ça, est-ce qu'on voyait ça avant? Est-ce que vous aviez ce genre de cas? Oui, ça fait... Il y en avait autant? On les répertoriait pas parce qu'il n'y avait pas d'infraction spécifique. Mais depuis qu'on les répertorie, oui, il y en a beaucoup. Donc, c'est difficile à dire si avant 2019, avant que le gouvernement crée une nouvelle infraction, s'il y en avait autant, parce qu'on n'avait pas la donnée, tu sais, c'était associé à d'autres infractions. Mais oui, le nombre, là, c'est juste... Vu qu'on a créé une infraction, le gouvernement a créé une infraction, mais là, maintenant, on le comptabilise plus. Oui. Avant, c'était minimisé, sous-dénoncé, alors que là, mais véritablement... c'est encore sous-dénoncé, selon nous. Mais l'objectif avec ce projet pilote-là, c'est justement aussi de passer dans les médias, c'est de faire prendre conscience aux victimes que c'est pas normal, l'étranglement, là, puis de le rapporter. Est-ce que les femmes ont ce réflexe-là de penser que c'est pas grave, au moins il m'a pas mis la tête contre le mur, il m'a pas trop violenté, il m'a juste étranglé? Ben en fait, on le voit beaucoup en violence conjugale. Tu sais, c'est les victimes de violence conjugale, ils vivent dans un cycle qui change et ils normalisent beaucoup les comportements. Tu sais, des fois, ils se sentent même coupables de ce qui est arrivé. Fait que c'est sûr que l'étranglement aussi, ils se disent, tu sais, puis là, après, ils n'ont rien. T'sais. Ils se font étrangler, ils peuvent avoir des lésions internes, mais physiquement, ils n'ont pas un bras cassé, ils ne saignent pas. Exact. Fait qu'ils essayent de normaliser beaucoup. Les victimes en violence conjugale sont extrêmement résilientes et ils tentent de normaliser des situations qui ne le sont pas. Puis on le comprend, ça fait partie de la dynamique. Maître Maya Ducasse-Atti, vous vous joignez donc au SPVM pour travailler sur ces dossiers-là. Vous envoyez justement des victimes de violences conjugales qui subissent ce genre d'agression, c'est carrément ça, là, que ce soit de l'étranglement ou autre violence, là, c'est quand même énormément de cas. Là. Oui, il y a énormément de dossiers. Donc, dans le nombre dont vous avez mentionné, c'est également, ça ne prend même pas en compte toutes les infractions qui sont liées à la propriété et les infractions qui touchent les bris. Donc, qui sont dans un contexte de violence conjugale, on parle à peu près de 8000 dossiers par année uniquement au SPVM. Donc, c'est sûr que le nombre de 551 dossiers qui sont autorisés en matière d'étranglement, mais aussi dans un contexte de violence conjugale, parce qu'évidemment, il y a d'autres types d'étranglement dans d'autres types de dossiers. Donc, c'est important et ça, c'est uniquement la Ville de Montréal. Ouais, donc, à la grandeur du Québec, c'est sûr que les chiffres sont importants. Et ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui vit avec un partenaire violent est 7 fois et demi plus susceptible d'être tuée par ce même partenaire conjoint si elle est étranglée
si elle a déjà été étranglée. Donc, c'est comme si l'étranglement était comme un espèce de précurseur à une violence définitive, là, qui peut même arriver à devenir un meurtre. C'est un indicateur très important qui est connu à la fois dans les études, mais aussi au Québec, qui vient dire qu'il y a un lien, en fait, entre l'étranglement et l'homicide. C'est une infraction qui est particulièrement illustre le contrôle et la domination de la personne qui commet cet étranglement-là. Donc, on vient dire un peu qu'il tient la vie de la personne victime entre ses mains. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien qui se fait et c'est un des indicateurs d'homicide. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette infraction-là spécifique et qu'on tente de lutter pour justement, là, dans un objectif de prévention aussi. Oui. Comment vous faites cette prévention, d'ailleurs, commandante Saint-Onge? Pour le projet pilote, en fait, le projet consiste à une formation. Fait qu'on va commencer, on a formé l'ensemble des policiers patrouilleurs, les enquêteurs et les procureurs de l'équipe de Montréal qui vont être formés en étranglement. Ils ont tous eu la même formation. Il y a aussi nos partenaires du CAVAC, puis on va l'extensionner aussi aux différents intervenants là, psychosociaux qui peuvent intervenir auprès des victimes. Donc, la première partie, c'est une formation. Là, on se dit... Combien de temps? La formation est environ 2h30. Il y a un médecin qui vient expliquer les étranglements, les effets, puis on explique un peu l'ensemble des effets, là, signes et symptômes de l'étranglement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des marques forcément. Hein? Non, effectivement, ça c'est un mythe. C'est un mythe, puis on a plusieurs mythes et préjugés envers les étranglements. Les policiers, les victimes, y compris les procureurs avaient, mais avec la formation, on se réalise qu'effectivement, ce qu'on pensait et la réalité est complètement autre. Et effectivement, on pense qu'une victime qui se fait étrangler va avoir systématiquement des traces de doigts dans le cou. Non, dans 50%, elle n'en a aucune. On va penser aussi que la victime, des fois, elle nous dit, elle a crié. OK, mais si tu t'as crié, tu t'es pas fait étrangler parce qu'on associe l'étranglement à le manque d'air. Mais c'est la circulation sanguine aussi qui peut être affectée. Fait que si on manque, c'est la circulation sanguine qui se rend pas au cerveau, c'est ça qui va causer de l'évanouissement. Donc, ça aussi, c'est comme des mythes. On pense aussi que la victime va nous le dire d'emblée. Elle va nous dire qu'elle s'est fait étrangler, mais en même temps, si elle s'est évanouie, elle s'en souviendra peut-être pas qu'elle s'est fait étrangler. Fait qu'on a plusieurs mythes. Fait qu'avec la formation, on tente de venir briser ces mythes et préjugés-là. Et dans le projet pilote, on a également un nouveau formulaire qui a été créé avec le DPCP où on pose des questions très précises sur le geste d'étranglement, mais on a des questions en lien aussi avec les symptômes qui sont non visibles, et les signes. Donc, c'est vraiment, on recueille de la preuve qu'on n'avait pas avant parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Les policiers ne savaient pas ce qu'ils ne savaient pas. Ouais, donc là, maintenant, ils savent. Ouais. Donc là, ils posent des meilleures questions. Puis ça fait un dossier beaucoup plus complet pour nos collègues du DPCP. Puis on a aussi impliqué le CAVAC de Montréal. On va appeler le CAVAC sur les lieux d'intervention si la victime accepte pour qu'il y ait une intervention auprès de la victime. Le CAVAC, c'est expliqué rapidement. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, ils vont se déplacer sur les lieux, rencontrer la victime qui vient de subir un trauma. Et donc, l'intervention va se faire sur les lieux rapidement avec la victime. Avant, on le faisait aussi, le CAVAC était appelé, mais ça pouvait être 24 à 48 heures après. Mais là, on va privilégier une intervention sur les lieux auprès de la victime. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est très important, cette prévention-là, à mon avis, que vous faites. Puis merci au nom de toutes les femmes qui sont dans ces situations-là et qui hésitent encore, qui ont peur pour toutes sortes de raisons qu'on connaît et bien d'autres. Mais le fait d'être capable de dire telle femme a été étranglée, sachant qu'elle a beaucoup plus de risques éventuellement de faire la une du Journal de Montréal, assassinée, tuée par son ex ou son conjoint actuel, ça va permettre de moins en échapper. C'est ça le but, j'imagine, Maître. C'est sûr qu'en reconnaissant les signes, les symptômes, en pouvant mieux accompagner la victime, elle va avoir un meilleur accompagnement à travers le système. Donc, l'idée, c'est que les policiers qui sont sensibilisés, soucieux, vont pouvoir bien collecter les éléments de preuve pour appuyer la victime. Ils vont lui la référer à un médecin. Donc, tous ces éléments-là, la force d'une équipe multidisciplinaire va permettre finalement une meilleure collecte aussi des éléments de preuve pour les procureurs. Ça va nous permettre d'avoir un portrait global de la situation, qui permettre de choisir l'infraction la plus appropriée qui va refléter la gravité du geste commis. On peut penser à l'appel 911 qui va être recueilli ou différents signes et symptômes qui vont être pris en compte, les photographies du service d'identité judiciaire du SPVM, donc différents éléments de preuve qui peuvent être appuyer le dossier et donc, finalement, l'accompagnement de la personne victime.
Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir en studio. Merci d'être là. S'il y a des femmes qui nous écoutent, bien sûr, vous pouvez faire le 911. Vous pouvez aller aussi sur le site du SPVM. Merci beaucoup, commandante Anouk Saint-Onge, chef de la section spécialisée en violence conjugale au service de police de Montréal. Merci beaucoup, maître Maya Ducasse-Atti. Puis continuez de plaider pour que des femmes soient beaucoup plus en sécurité. Ici Isabelle Maréchal, merci d'avoir été à l'écoute de ce segment. Je vous retrouve bientôt.